bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, les shows de la WWE, mais pas que, on a aussi la All Elite Wrestling et c'est bien ce qui nous concerne. Aujourd'hui, préparez la trousse à pharmacie, bienvenue à la baston du mercredi, AEW versus NXT, hashtag numéro 20, peuple de catch-up. C'est donc un anniversaire, c'est les 20 ans de la baston du mercredi, un baston-anniversary. Oh là là, ça va être compliqué à dire tout ça. Et alerte triple frite, je vous préviens, alerte triple frite. Je suis votre dinosaure masqué. Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour analyser, pour décortiquer ces shows de NXT et de l'AEW, je commence à ma gauche avec l'ignoble, l'incroyable, l'insupportable Rickside. Salut Rickside. Salut tonton, salut les amis, Baston Anniversary, 20 Yeah ans, que de souvenirs, ça passe à une vitesse. Je me souviens encore de tout début avec un demi-micro, hein, on était sur les longues ondes, et maintenant voilà, on est là, sur la bande FM, ça va cartonner, catch-up, la baston du mercredi, je suis chaud pour parler de NXT et de la All Elite Wrestling. C'est parfait. Et une triple frite ne peut se faire sans un troisième. Et le troisième, c'est l'inénarrable, c'est l'inusable, c'est l'indécrottable. Papy, salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, bonjour Ringside, happy birthday to you, la baston. Oui. Souffle les bougies. Allez, soufflons sur les bougies, là, 20 ans, oh là là là, 20 ans et toutes ses dents, la baston. Pourtant, dans une baston, hein, on s'envoie des nions. C'est vrai. C'est une évidence, c'est même le concept. Voilà, bah, très bien, bah, je suis content de participer à cette triple fête avec vous, anniversaire, et de pouvoir vous apporter toute ma connaissance du parcours et des noms des catcheurs présents dans cette baston. Formidable. Voilà, une baston anniversary qui commence sur les chapeaux de roue. Alors les amis, on va faire comme d'habitude, on va vous rappeler les ratings de cette baston du mercredi. Sur la saison 2, nous en sommes à 2 victoires pour la AEW, 1 victoire pour NXT. Sur la saison 1 et 2, le général, on est à 9 victoires pour la AEW, 7 victoires pour NXT et 3 matchs nuls. Première information. Deuxième information, cette 20e baston ne changera rien à l'équilibre, puisque NXT ne peut pour l'instant pas rejoindre la AEW sur le podium. Mais à la fin de cette review, vous aurez le vote qui va déterminer pour cet anniversaire le vainqueur. Alors messieurs, on va commencer avec le vaincu de la semaine passée, en l'occurrence NXT. Ça vous va? Bah oui, avec grand plaisir. 2 fois de suite que NXT perd, si je dis pas de bêtises. Attention, que va-t-il se passer ? Eh ouais, là, On sent que je viens pas souvent. Hein. Allez, honneur aux dames, honneur à NXT. Allez, c'est parti. Honneur à NXT, le 446e NXT, ça se déroule toujours au Capitol Wrestling Center, Orlando, Floride, USA. Vous connaissez l'affaire. C'est parti. On va effectivement commencer comme là vient de nous le spoiler notre ami Ringside. On commence avec les filles, on commence avec les femmes. Ça commence plus exactement avec William Regal qui a 2 grosses annonces qui vont changer la face de NXT ce soir. On va avoir une vidéo qui va nous raconter un peu l'histoire des pay-per-view de NXT. Et la première annonce, ça va être tout simplement consacré au prochain NXT TakeOver qui se déroulera pour la première fois de son histoire sur 2 soirées. Une sera proposée gratos sur USA Network. C'est comme catch-up, c'est gratos, c'est formidable la WWE. Le 7 mars. Et l'autre aura lieu le 8 mars, donc le lendemain sur Peacock. Alors bien sûr, il ne pouvait pas s'en empêcher, le Régal, il a fallu qu'il balance la deuxième information, ce qui est déjà quand même une énorme information. Les gars, on va s'arrêter juste 2 secondes dessus, hein, parce que voilà, un takeover sur 2 soirées, un WrestleMania sur 2 soirées, Raw, SmackDown, Dynamite, Raw post WrestleMania, ça va être une semaine apocalyptique.
Hall of Fame aussi, t'as oublié le Hall of Fame dans cette Hall of semaine. Fame, Hall of Fame, oui. Merci de me rappeler le truc des ancêtres. Voilà, on va en bouffer toute la semaine et je pense qu'on va finir la semaine épuisé. Une semaine de vacances. Exprès pour Ou alors, traiter l'intégralité de cette programmation. ou alors faut C'est être ce que j'ai confiné. prévu de faire. Bon, il n'y a pas de match du barbelé explosif pendant cette semaine. Non, normalement, c'est pas Tu prévu. ne parles pas de malheur. Je démissionne tout de suite. Hein. C'est pas prévu au programme. Donc voilà, la deuxième annonce, on y attaque, on y va tout de suite. Donc comme on parlait, c'était bien, évidemment, ça concerne les filles, ça concerne un nouveau titre qui arrive dorénavant à la NXT, qui est le titre Tag Team, tout simplement. Là-dessus, Regal, qui est sur le ring, va faire venir Dakota Kai et Raquel Gonzalez et va leur indiquer que suite à l'injustice de la semaine passée, puisqu'elles ont perdu la semaine dernière leur title shot face à Jax et Baszler, et donc elles deviennent automatiquement les premières championnes de ce nouveau championnat. Alors là, on va en parler. Dakota Kai, du coup, va prendre le mic, va louanger tout le monde, va dire c'est formidable. Elle rappelle qu'elle a quand même battu toutes celles qui ont tenté de les affronter. Raquel Gonzalez, elle est en mode confiance, hein, elles sont happy les filles quand même, quoi, hein, donc elles viennent de remporter le titre sans rien faire, donc c'est fun, mais c'est pas si fun que ça, parce qu'il y a Shotzi Blackheart et Ember Moon qui sont pas du tout d'accord, qui arrivent, qui veulent une chance pour le titre. Ça dérange absolument pas William Regal, mais William Regal, lui, quand il s'agit de booker un match, il est toujours là. Il officialise le match et donc du coup, on aura 3 matchs de ce championnat durant ce NXT. On va attaquer direct par le championnat féminin de NXT entre Io Shirai et Toni Storm, match déjà annoncé depuis la semaine dernière. Avant de balancer le play-by-play de ce championnat féminin, on va finir avec les filles ringside. Alors, tout ce qui s'est passé sur les annonces de notre ami Regal et donc particulièrement qui est arrivé à Dakota Kai et Raquel Gonzalez jusqu'à présent. Ouais, j'ai été impressionné par Raquel Gonzalez quand elle sourit, elle est très mignonne. Jusqu'ici, elle faisait la gueule tout le temps. Et, et du coup, je ne l'aimais pas trop. Mais là, quand elle est heureuse, quand elle sourit, elle a le visage qui s'illumine. C'est magnifique. Ouais, bon, des championnes qui sont désignées comme ça pour un titre, pour la première d'un titre qui est censé être historique, c'est un petit peu déroutant. Mais quand on sait que le titre intercontinental, il a été décerné à Pat Patterson suite à un tournoi qui n'a jamais existé, finalement, ça n'a rien de si étonnant que ça. C'est un petit jeu scénaristique. Elles ont quand même gagné le tournoi qui s'est déroulé sur plusieurs semaines, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, c'est plutôt ce qui va se dérouler dans la suite du show qui va plus me gêner. Ouais, c'est un peu dommage qu'ils aient pas décerné les ceintures tout de suite à la sortie du tournoi. Mais bon, visiblement, ça a quand même été fait un petit peu à l'arrache, toute cette création de ceinture. C'est quand même bien qu'elles aient leur division tag team maintenant, les filles. Hein. Sur le long terme, ça donne quand même plutôt de bons trucs. Il commence à y avoir beaucoup de titres à la WWE. Je crois qu'on est à 28 titres en activité ou un truc comme ça. 19, 19, j'en ai rajouté 10, tu vois. 19 ceintures actives. 19 ceintures actives, en comptant la double cruiserweight ou pas? En comptant tout le monde, ouais, mais en ne comptant pas les fédés amis comme la Evolve ou la Progress, quoi. Okay. Oui, je crois qu'il compte qu'une seule cruiserweight pour moi. Et qu'une cruiserweight, ok. Bon, maintenant les gens aiment bien les ceintures. Moi, je pense qu'il y en a quand même un petit peu beaucoup, mais c'est plus par exemple le titre nord-américain qui me gêne. Je comprends pas trop l'utilité. Bon, sinon c'était un opener où on voyait toutes les filles. Il y en a plein que je connaissais pas. Ça fait un moment que j'ai pas trop suivi NXT non plus. Mais ça avait de la gueule quand même cette petite cérémonie. Papy, ça t'a inspiré quoi? En fait, justement pour rebondir sur le dernier point de Ringside, parce que ça allait être un des points aussi. Alors moi, je suis un peu plus NXT ces dernières semaines, et pourtant, je t'avouerai que j'en connaissais quasiment aucune non plus des filles qui étaient là sur le côté, alors, hormis Candice LeRae et sa grande copine, dont le nom m'échappe. Voilà, ça commence bien. Indi Hartwell. Toutes les autres étaient inconnues parce que justement, les deux seuls qui étaient à peu près connus, c'était les Josie Blackheart et Ember Moon, quoi, qui n'étaient pas là en train d'applaudir. Donc, sinon, il y a Mercedes Martinez aussi qui était là. Voilà, je vais quand même faire un truc. Mais sinon, c'est vrai que les autres, je ne connais pas non plus. Et donc, voilà. Donc, ouais, effectivement, je trouve ça un poil dommage de l'avoir mis là, la remise de ceinture.
parce que finalement, ça se fait après une défaite, parce que même si c'est pas la bonne fille qui prend le tombé, bah, elles étaient quand même en train de perdre, nos amies championnes, voilà, Kai et machin. J'ai vraiment du mal avec les noms, je suis pas encore chaud là. Ah. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage de pas l'avoir fait effectivement en sortie de tournoi, mais bon après voilà, ça passe, hein, il fallait mettre des ceintures. Je pense que c'est aussi une question dans une volonté d'équilibrer un peu les ceintures entre les gars et les filles, vu que les gars ont leur tag team, autant le filer aussi pour les filles, quoi. Eh bien, moi, mes amis, j'ai trouvé ça totalement moisi. Clairement, vraiment, mais vraiment moisi. Kai et Gonzalez qui gagnent le Dusty Rhodes Classic, le premier Dusty Rhodes Classic féminin, qui ont un title shot pour le titre du main roster, qui perdent et on leur file les ceintures comme ça sur une petite cérémonie avec William Regal. Bah moi, franchement, là, la paresse, mais alors la paresse du truc, c'était juste parce qu'il fallait faire une annonce et qu'il fallait exister, je sais pas, dans le paysage de la semaine. Bah, si c'était pour ça, moi j'étais super déçu, quoi. Moi, je m'attendais à ce que Regal, en fait, moi, dans le déroulé du truc, je m'attendais à ce que Regal, il allait dire, il appelait Kai et Gonzalez, et je m'attendais en fait à ce qu'il appelle d'autres, qu'il appelle effectivement Ember Moon et Shotzi Blackheart, effectivement Candice LeRae et Dee Hartwell, et peut-être d'autres, qui sait, et qu'il allait nous booker un match. Voilà, on va ouvrir ce NXT avec un titre, le titre par acquis pour la première fois remis en jeu, quoi. Non, gros coup de flemmardise, quoi. Lazy. Donc voilà, moi c'est ce que ça m'a inspiré, quoi. Alors, chez les filles, c'est pas fini. Donc comme je le disais en préambule, Yoshirai va affronter Toni Storm dans un match qui nous est promis, un match qui va durer 12 minutes. Ça s'est envoyé pas mal. J'ai envie de dire que Yoshirai, ça fait tellement longtemps qu'elle tient le titre maintenant que tout son moveset, on commence à le connaître vraiment bien. Toni Storm, elle est venue dans une tenue un peu différente, là. Elle avait enfilé le pantalon et tout, quoi. Pantalon de catch. Ça s'est bien donné. Finalement, ça a été un match assez classique, j'ai envie de dire, avec phase de domination de la face, de la heel. Yoshirai m'a apparu quasiment intouchable, en fait, je vais vous le dire directement, quoi. Voilà, pendant le match, à aucun moment j'ai tremblé. Et au bout de ces 12 minutes, Yoshirai, après avoir envoyé tout ce qu'elle avait à envoyer, gagne ce match. Yoshirai conserve. Papy, es-tu satisfait de ces 10 mois de règne dorénavant de la japonaise? Alors du règne, plus ou moins, oui, effectivement, moi qui trouvais que Yoshirai à ses débuts, bah, justement, elle avait un catch un peu sympa, mais elle manquait encore de constance, on va dire, et d'adversité. Là, elle aura quand même marché sur la gueule d'à peu près tout le monde depuis, ce qui a permis de donner pas mal de consistance à son règne. Concernant le match en lui-même, bah, un peu comme toi, j'avais vraiment aucun doute sur le fait qu'elle conserve, et surtout que moi, Toni Storm, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais elle m'inspire rien du tout en fait, cette fille pour l'instant. Et bon, elle est assez jeune de mémoire, donc elle a peut-être le temps de progresser et de justement avoir un catch peut-être plus identifiable. Là, pour l'instant, c'était propre, mais voilà, c'est un déroulé classique. C'est un peu dommage pour un match pour le titre qui est pas plus finalement d'enjeu, en les voyant se confronter l'une à l'autre. Mais bon, voilà, ça en fait une de plus au tableau de chasse de Yoshirai. Et puis on se dit vivement la suite. Ringside, ça t'a fait rêver? Bon, c'était un match tout à fait honorable, hein. Effectivement, Yoshirai, ça fait un bon moment qu'elle est championne. C'est quand même bon, une très très bonne catcheuse. Toni Excellent. Storm, moi ouais, bah oui, faut le dire quand même clairement. Je Ah bah comprends même ouais. pas qu'elle soit encore à NXT, quoi. Il faudrait qu'elle soit. Ça, ça va être un des gros problèmes de NXT depuis un moment, c'est que je ne comprends pas le sens en général d'NXT à l'heure actuelle. Euh, Donc voilà, Yoshirai, pour moi, elle n'a plus rien à faire à NXT, elle devrait être dans le main roster. Donc du coup, le match, c'est vraiment un bon match. Toni Storm, bon, elle a 25 ans. Hein, j'ai été faire ma petite recherche. Elle a quand même aussi, c'est une vétéran, elle a quand même ça a une grosse carrière derrière elle. C'est pas non plus qu'elle ait besoin de rester énormément de temps à NXT. Elle a déjà fait un passage par NXT UK. Une Moi, vétéran à 25 ans, tu l'as vieilli un peu vite quand même. elle a déjà une longue carrière derrière elle. Hein. Oui, malgré tout, malgré tout. Moi, quand je pense vétéran, je pense à carrière. Hein. Expérimenté, tu Euh, veux dire, ouais. Voilà, elle a peut-être plus d'expérience que certaines filles qui sont dans le roster principal actuellement, quoi. Elle a pas, et en plus, elle a déjà eu un passage à NXT UK.
Il y a beaucoup de gens qui parlaient d'elle tout le temps avant, quand elle était pas à la WWE. C'était un peu, avec Io Shirai notamment, on l'a considérée comme une des meilleures catcheuses du monde, quoi. Donc, elle était en finale du 2e Mae Classic Elle a gagné face d'ailleurs. à. C'était elle qui l'avait gagné ou c'était. Mais c'était pas Io Shirai et elle, en fait, les Oui, mais il me semble que finalistes. Yoshirai a perdu en Ouais, finale voilà. contre Tony Storm. Ouais, ouais, alors je ne saurais plus dire, mais si, vainqueur du Mae Classic 2002, qui fait que c'est enfin 2018. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est une catcheuse qui a plus trop rien à faire à NXT. Heu, donc du coup le match il est impeccable. C'est peut-être dommage qu'elle prenne pas le titre, et puis qu'ils s'investissent pas un peu plus sur Toni Storm, mais elle est peut-être pas trop calibrée VVE non plus. Heu, voilà, moi j'ai un peu trop rien à redire là-dessus. Pour moi c'est du bon catch, quoi. Ouais, le match est plutôt pas mal. Moi, ça m'a plutôt plu, mais c'était juste que c'est assez convenu et que j'avais aucun suspense quant à l'issue finale. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Moi, je suis de toute façon, les peuples de catch-up qui suivent la baston. Vous savez, Yoshirai, quoi, je kiffe. 100%. Donc, voilà, c'est toujours du bonheur. Tony Storm, je suis beaucoup moins fan. Mais comme tu le dis, par contre, elle tient la route sur des matchs comme ça de championnat. Ah, je veux dire, c'est pas déconnant d'avoir Toni Storm qui a le droit à un title shot dans la division féminine de NXT. Donc, ça me fait pas de shocking pour le tonton à ce niveau-là, quoi. Allez, on. Et juste pour rebondir, je rebondis vite fait sur le ce que disait Ringside par rapport à la durée de rester à NXT. Je pense que justement, c'est l'intérêt de la garder plus longtemps à NXT, Toni Storm, c'est de la calibrer un peu plus au style WWE. Moi, je trouve par exemple que Yoshirai, en 1 an, mine de rien, ouais, voilà, elle a pas mal, elle a gardé ses qualités qu'elle avait déjà. Mais je trouve que du coup, c'est plus construit ce qu'elle fait dans le ring. Et maintenant, je la sens vraiment prête de monter dans le main roster. C'est que tu vois, il y a 1 an, quand elle a pris le titre, par exemple, enfin, c'est pas il y a 1 an, c'était il y a peut-être 8 mois, 9 mois, je sais plus. Ouais, c'est pas que je la sentais pas, c'est que juste, je pensais qu'elle aurait été noyée parmi tout le main roster, en fait. Et que là, maintenant, je la sens vraiment armée pour monter, Yoshirai. Allez, on quitte les filles un moment. On va retourner backstage vite fait pour 2 petits segments qu'on va commenter rapidos. On a Finn Balor qui est dans les vestiaires et voilà, qui est là pour hyper le match face à Adam Cole ce soir. Voilà, il explique que tous les deux, c'est les plus gros noms de l'histoire de NXT. Qu'il y aura ce soir, ça va être fair and square. Il n'y aura pas de tricherie ou d'intervention. Un match en bonhomme, en 1 contre 1. Il rappelle quand même au passage qu'il a battu Adam Cole déjà pour la ceinture et que ça va recommencer, quoi. Et deuxième petit segment, ça sera Ellen Knight, la nouvelle recrue, qui est de deuxième, troisième segment vidéo en 3 mercredis, là, qui est interviewé, qui défie quiconque de venir s'opposer à lui. Et il n'aurait pas dû faire ça, parce que dans ce cas-là, il y a toujours un mec pour débarquer. Et le mec qui débarque, il s'appelle Bronson Reed. Il chope par le cou le Ellen Knight, il l'empêche de respirer. Et mais heureusement, il y a des officiels de la WWE qui traînent et qui viennent séparer cette affaire. Mon ringside, bon, Finn Balor qui nous hype, on va pas s'étonner. Ellen Knight, qu'est-ce que t'en penses surtout, toi? T'étais pas là la semaine dernière, donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Ah bah, LA Knight, c'est un catcheur que j'aime bien. Que j'ai un peu suivi à Impact et puis un petit peu la NWA, du peu que j'avais regardé, c'est Ouais, il NWA était Fire ou NWA Power. Power, voilà. LA Drake, il se faisait appeler. C'est un très très bon talker. Il a un bon physique. Il est plutôt pas mauvais dans le ring. Il a un catch classique, hein, rien d'ébouriffant, mais c'est toujours très pro. Il était passé un petit temps, je crois, déjà au centre de formation de la WWE. C'est déjà un mec qui a déjà une bonne carrière derrière lui, et notamment à la télévision, quoi. Donc c'est pareil, je comprends pas trop ce qu'il faut à NXT. Mais bien surtout de griller la priorité comme ça à tous ceux qui sont au Performance Center depuis des mois, voire des années. C'est encore une fois une logique que je comprends pas. Mais bon, ça va être sympa de le voir affronter Bronson Reed, je pense. Ça peut donner une bonne rivalité. J'espère qu'il va faire des étincelles au micro et puis qu'on va le voir assez rapidement monter dans le main roster, parce qu'on a besoin de bons talkers comme ça dans le main roster. Je comprends pas trop la pertinence quand même de le laisser trop longtemps à NXT. Papy, tes impressions? Ouais, je suis content qu'il travaille avec Bronson Reed, qui est un gars, je pense que plusieurs a bien l'aimer, en fait, par rapport à son physique atypique et puis le fait qu'il bouge plutôt pas mal quand même, hein, mine de rien. Et concernant LA Knight, au contraire, je pense que ça fera un peu de bien à NXT d'avoir autre chose que des mecs, que des mecs qui tapent fort, quoi. C'est un profil justement un catch un peu à l'ancienne qui peut faire du bien aussi pour équilibrer un peu les rivalités et justement peut-être aider les plus jeunes
à se caler au style WWE parce que lui, pour le coup, je pense que très très vite, il va se mettre dans le style WWE. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, genre un peu comme à l'instar d'un Bobby Roode. C'est ça, ouais, exactement. Je voyais exactement la même chose. Ouais, c'est un mec surprenant dans le ring parce que de toute façon, il est capable de se mettre en gros brawler, hein, comme il est totalement capable de passer des souplexes et des prises beaucoup plus techniques, quoi. De monter sur le turnbuckle, de venir coller des double axe handle à la Macho Man. C'est un mec que je trouve assez polyvalent, en fait. Mm. Et c'est un bon talker, comme tu as dit, mon bon Ringside. C'est exactement ça. Et moi aussi, je l'ai suivi un peu à Impact. C'était le temps où je suivais encore un peu Impact et où il y était. Et je l'ai un peu vu aussi à la NWA Power. J'ai regardé les premiers épisodes de la NWA Power. J'ai pas été fidèle. Bah, C'est comme trop tout. chronophage le catch, c'est trop chronophage. Mais du coup, je connais ça et la Drake. Et effectivement, je pense, Papy et moi on en avait déjà parlé, mais voilà, je pense que de toute façon, c'est une bonne pioche. Et effectivement, avec le background qu'il a derrière lui, c'est super intéressant pour tous les jeunes qui sont dans le locker room. Allez, on passe un peu de baston, les gars, là, parce que là, du coup, on s'est endormi backstage. On a Pete Dunne qui vient faire un coucou, qui vient faire un petit tour dans le ring, qui va affronter un jobber en titre, en l'occurrence notre ami Jack Atlas, ou pas notre ami d'ailleurs. Et ce Jack Atlas, déjà, Pete Dunne, il est accompagné, il y a Danny Burch et Oney Lorcan. Hein. Le match va durer 4 minutes 23. Quasi, à part 2-3 flip-flap-flop de notre ami Jack Atlas, globalement, Pete Dunne, il a pété la gueule à Jack. Et puis après le match, Pete Dunne, il a pris le micro et il a dit qu'est-ce qui arrive. Voilà, c'est comme ça quand on essaye de s'opposer à lui. Il dit qu'il est le meilleur technicien du monde, hein, Pete Dunne. Hein, et il défie quiconque de le faire mentir. Et là, à la différence de Bronson Reed, personne n'est apparu pour le moment. Alors, Ringside. Alors, ce Pete Dunne qui est de retour. Eh ben, on est toujours content de revoir Pete Dunne et effectivement, personne ne vient le contredire quand il dit qu'il est le meilleur technicien parce que je pense pas qu'il y ait grand monde dans le roster de NXT qui peut se targuer d'être à son niveau. C'est quand même un des mecs qui nous a sorti les meilleurs matchs sur les dernières années. Match of the Year quasiment. Où il était au moins dans le podium à chaque fois. C'est toujours pareil, je comprends pas pourquoi il végète à NXT. Je comprends pas non plus l'intérêt de son clan là avec les deux. Ils sont gentils, hein, Danny Burch et Oney Lorcan, mais bon, on n'en fera jamais rien à la WWE des deux là. Ils sont champions encore, non? Ou c'est fini? Ils sont champions. Ils sont champions toujours, voilà. On fait même plus gaffe à ça. Ils sont débarrassés de l'autre tête d'ampoule là, que tous les spécialistes aimaient bien, Pat McAfee là. Donc je sais plus du tout. Voilà, le Rookie of the Year du Wrestling Observer. Ouais, voilà, oui, on a bien besoin de gens comme ça dans le catch, effectivement. You got a point. Ouais, voilà, non, je suis content de voir Pete Dunne, mais je sais pas encore qu'est-ce qu'il faut encore à NXT, je sais pas c'est quoi son clan, je sais pas vers qui il va aller, de toute façon à chaque fois il perd tout le temps. Donc c'est bien, ça a occupé 5 minutes de show, le match était pas mauvais, Jack Atlas il est pas mauvais non plus, mais j'ai peur que tout ça ne mène à rien. Papy? Ouais, je réfléchissais en même temps qu'on parlait, mais non, effectivement, le match était bien sans plus, ça c'était limite un squash finalement cette affaire. Oui. Je suis d'accord totalement avec Ringside sur le clan qui sert absolument à rien de Pete Dunne. On se demande toujours pourquoi il reste avec lui. Alors c'est peut-être justement qu'il reste avec lui pour choper un peu de sa lumière. Et je me demandais un peu, c'est pour ça que je réfléchissais, je me demandais un peu ce qu'on pouvait trouver comme plan à Pete Dunne. Moi, je me demande s'il aurait peut-être pas un plan. Alors, je vais pas vous faire rêver, hein, mais bon, je vais le tenter quand même. Dans la division Cruiserweight, en fait, parce que finalement, en le voyant face à Jack Atlas, on se rendait compte qu'ils avaient quand même un physique assez similaire. Bon, il y en a un des deux qui est plus musclé, hein, je vais pas vous dire lequel. Mais voilà, je me dis peut-être qu'il peut aller casser des gueules dans la division Cruiserweight. Je vois que ça finalement pour lui, hein, parce que le titre suprême, il y a pas trop de place. Et puis ouais, ou la partie nord-américaine, mais j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'il soit dans cette direction-là, quoi. Donc, Ouais, puis je pense qu'il a eu un title shot il y a pas longtemps en plus. Hein. Oui, en plus. Donc, En tout cas, tu peux être rassuré, ça va pas nous faire rêver de le voir dans la division Cruiser. Ouais. il me semble bien, ouais. Mais bon, je vois que ça pour lui, en fait. Ouais. Mais quoique, ils pourraient faire des grandes choses avec leur titre Cruiser. Hein. Mais... pour l'instant, c'est pas le cas. C'est Globy Boulga général.
En tout cas, pour moi, c'est assez simple puisque la synthèse de vos deux avis fait mon avis. Et, et voilà, match totalement anecdotique. De toute façon, Jack Atlas, il est abonné au jobbing. C'est le Joby Joba de NXT, donc c'est comme si, c'est comme ça. Voilà, moi aussi, effectivement, je vous rejoins et vraiment sur le principe aussi de le voir dans le main roster. Oui, je crois que Pete Dunne, il a tout à fait sa place dans la Big League dorénavant. Et il serait temps de l'y balancer, ce jeune homme. Allez, on va juste retourner un petit peu backstage encore. On aura eu vite fait un truc de Léon Ruff. Je ne sais pas si vous voyez qui est cet homme. On s'en fout. Ça sert Voilà. à rien du tout, ça non plus. Hein. Rivalité Swerve, Mm. rivalité et réalité. Oui, c'est une réalité de la rivalité entre Swerve et Leon Ruff, dont tout le monde Osef. Imperium, eux, on sent Osef un peu moins. Parce que eux, c'est quand même une faction qui n'en veut, une faction qui n'est dangereuse, une faction qui peut faire mal dans la baston. Et Marcel Barthel est là. Marcel Barthel parle au nom de la faction et il veut offrir l'opportunité à Timothy Thatcher de les rejoindre parce qu'il considère que c'est l'un des leurs. Alors bon, pour moi, Imperium, c'est quand même un clan européen, merde. Et il fait même savoir sont même prêts à recevoir Tommaso Ciampa par respect pour la carrière de Tommaso. Alors moi, j'ai découvert que Tommaso Ciampa, il avait 85 ans pendant ce NXT. Ouais, il avait une tête de vieux là. Ah là 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 là, oh ce look, oh là là, ouh. Et donc voilà, donc Imperium les amis, papy, Imperium. Ouais, bah, ça me. Où est Walter, papy, où est Walter? Bah, il est au Vater, c'est pour ça il est pas là. Il est coincé. Walter, il a pété Walter. Voilà, Walter. Non, mais oui, où est Walter? Bah, en tout cas, moi, ça me titille. Je crois qu'on avait déjà parlé la semaine dernière que ça me titille. Je comprends pas en fait. Alors, j'ai pas le background avec Timothy Thatcher et Imperium. Je comprends pas pourquoi ce Californien est un des leurs. Mais en tout cas, ça semble quand même. Enfin, ça me titille un poil. Mais ça faudra pas que ça fasse que me titiller. Il faudra que ça se foute sur la gueule au bout d'un moment, quoi. Ringside, besoin de violence, toi aussi? Oui, bah moi j'ai surtout l'explication pourquoi Thatcher et Imperium. Timothy Thatcher, il a longtemps catché en Europe et en Allemagne. Et surtout, il a fait partie de Ringkampf, qui était le clan Walter et Marcel Barthel et Timothy Thatcher. En fait, c'était les trois là qu'ils ont repackagé en Imperium en rajoutant Fabian Eckner, qui en fait est italien et qui n'a pas vraiment de lien. Voilà, c'est pour ça qu'il se lance des appels du pied à ce bon vieux Timothy. Bah écoute, ouais, ça peut être sympa. Après, c'est pareil, je vois aucun avenir à Timothy Thatcher à la WWE. Imperium, c'est super pour eux, ces catcheurs-là européens, d'avoir une telle exposition. Moi, je les aime beaucoup, que ce soit Eckner, que ce soit Barthel, et même l'ami Wolf. Ça, c'est des gens que j'aimerais bien voir plus souvent. Maintenant, si c'est pour mettre over Timothy Thatcher, ça sert à rien parce que je pense vraiment pas qu'ils font grand chose avec Timothy Thatcher. Je suis désolé. Et puis Tommaso Ciampa va chez le coiffeur, va chez le toiletteur. Là, c'est pas possible de débarquer comme ça à NXT en ayant l'air d'avoir 120 ans. C'est encore un des gros problèmes. Enfin, je ne comprends pas NXT. Alors, il y a un blocage là. Ouais. Ah ouais. Notre ringside est dans un océan d'incompréhension, peuple de catch-up. Alors moi, je vais peut-être pas vous rassurer beaucoup plus parce que moi non plus, je ne vois absolument pas l'intérêt de mettre Timothy Thatcher dans ce clan-là. Ce clan, moi, je veux qu'il reste un clan d'Européens. Je trouve qu'il est parfait. Ils peuvent même accueillir un nouveau membre, mais je veux un Européen dans cette affaire. Et moi, ça me va très bien. Moi, vraiment, Imperium, je suis fan depuis le début et je continuerai à l'être. Voilà, en toute impunité. On peut que aimer Imperium, je vois pas comment tu peux. C'est le gimmick parfait là. Alors Walter manque. Pour moi, Walter manque là, cruellement. Mais c'est bien qu'il soit toujours là. Et pour moi, Imperium a perdu le titre finalement connement face à Orney, Lorcan et Burch et puis tous ces mecs là. Mais franchement, ça aurait plus de gueule les ceintures tag team dans les mains d'Imperium que. Breezango qui leur avait pris. Ah ouais, c'est peut-être Breezango, ouais. Breezango critique pas Breezango, attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on avait un beau clan dominant là.
qui a eu des grosses rivalités avec l'Undisputed Era, entre autres. Et non, pour moi, il faut qu'il soit plus haut dans cette carte de la Tag Team Division. Voilà, un clan avec des Allemands, des Autrichiens, des Italiens. Moi, ça nous rappelle notre jeunesse, hein, tonton. Excusez-moi, mais là, je bloque, là. Alors, je vous préviens tout de suite, chers auditeurs, je pense que cette baston va être exceptionnellement longue et dense. Donc, parce que là, on en est déjà à une demi-heure, on n'est pas à la moitié du show. Du premier show, donc c'est... ferais-je un AVC d'ici là? Restez jusqu'au bout. Tiens bon. Allez, championne des équipes féminines, ça y est, on y est. On y est. Le match entre les donc championnes, Dakota Kai et Raquel Gonzalez, qui affrontent Ember Moon et Shotzi Blackheart. Bon, allez, je vais le dire, c'est 12 minutes 16, mais 12 minutes 16 où ça a envoyé. Moi, je fais partie de la team, ça a envoyé. Et malgré que j'étais très ronchon devant cette histoire de remise de titres et de machin, etc., bah, elles ont envoyé la marchandise pour moi dans le ring. Bon, Shotzi Blackheart, elle reste aussi green que ses cheveux. Il y a des moments d'approximation. Pour moi, Ember Moon revient bien en forme depuis le début. Il y a du double team des deux côtés. Bon, Kai et Gonzalez ont plus d'alchimie, je pense, dans le ring. Et ça a donné un match de bonne qualité. 12 minutes qui se terminent quand même. Alors, c'est là où vous allez me dire, parce que moi, j'attends votre avis. C'est cette victoire, parce que c'est la victoire des Faces, c'est la victoire de Ember Moon et Shotzi Blackheart, qui prennent donc le titre. Dakota Kai et Raquel Gonzalez auront été championnes pendant 30 minutes, le temps qu'on fasse la première partie de review. Et voilà. Alors, les gars, vous pensez quoi là de cette prise de titre, de ce match? Papy? Oui, bah alors, je m'étais fait spoiler le résultat, donc ça m'a un poil gâché le match, du coup, malheureusement. Mais où je trouve effectivement, comme toi, qu'elles se sont bien envoyées. Alors, je suis d'accord avec toi à 100% sur Ember Moon qui revient vraiment en forme après un retour NXT où elle était vraiment pas du tout in shape et pas du tout dans le rythme. Là, on sent que le fait d'enchaîner les matchs, ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais. Shotzi Blackheart, que moi je trouve effectivement extrêmement green, je l'ai trouvé moins brouillonne que d'habitude. D'habitude, elle fait vraiment n'importe quoi dans le ring. Là, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus. Le fait d'être en tag team, peut-être, est en train peut-être de l'aider à plus. Je sais pas comment dire ça, se focaliser et être faire plus attention à ce qu'elle fait. Et donc, j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien. Donc, le match est plutôt plaisant, effectivement. Par contre, le changement de titre, tu te demandes pourquoi ils ont donné les titres pour au final. Faire un changement de titre dans la Ouais. foulée, quoi. À la limite, ils auraient carrément dû mettre les ceintures en jeu pour ce match-là, mais bon, c'est un choix particulier. Ringside? Ouais, un peu booking feignant entre guillemets pour avoir un changement de titre à l'antenne, quoi. Tu fais un nouveau titre et puis tu fais un changement le jour même, c'est bien, ça fait de la news. Mais ouais, non, bah le match c'était plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir, on est un peu dans le spot fest quand même. Moi je serais moins sévère que vous avec Shotzi Blackheart, qui est quelque chose que j'aime bien. Après le problème qu'elles ont un petit peu ces filles-là, je trouve qu'elles en font trop. C'est pas la première fois que je remarque ça. Je trouve qu'elles en font trop et du coup, elles vont dans des moves qui sont spectaculaires, mais quand même difficiles à réaliser et qu'elles en font trop par match. Et du coup, des fois, elles perdent le rythme, elles perdent un peu de précision. Ça paraît brouillon, alors qu'en fait, elles font des trucs qui sont quand même assez extraordinaires. Ouais. Et au final, ça les dévalorise un petit peu parce qu'on se dit, bon, elles sont un peu approximatives, mais c'est parce qu'elles tentent des trucs qui sont quand même assez compliqués. J'étais impressionné par Raquel Gonzalez, qui catch vraiment plutôt pas mal maintenant. Et puis Ember Moon en grande forme, hein, elle a quand même été championne NXT. Ember Moon, elle a fait un passage dans le main roster. Elle est vraiment là de retour parce qu'elle s'est blessée. C'est une catcheuse que j'aime beaucoup. Voilà, toi, Dakota Kai, j'aime bien aussi. Elle catch aussi vachement bien. Donc là, on avait vraiment aussi des grands talents dans le ring. Faudrait qu'elles essayent d'en faire un petit peu moins quand elles sont comme ça, juste sur des weekly. Après, c'est sûr que c'est aussi un match historique parce que c'est le premier pour les titres des femmes. Je pense qu'elle voulait épater la galerie, mais voilà, faut savoir rester à son niveau quand même. Voilà, c'est un peu, effectivement, on est un peu. Je reste perplexe, comme sur tout le show NXT, de savoir pourquoi
Pourquoi donner les titres pour les enlever une demi-heure après, hormis pour faire un changement de titre à l'antenne. Je suis pas sûr que ça serve à construire les personnages, mais parce que le but de NXT c'est quand même de construire des stars quelque part, mais bon aussi c'est un peu voilà, de toute façon NXT depuis que c'est à la télé, c'est délicat. Dans la finalité, c'est un peu, on est toujours un petit peu perplexe. Mais dans l'absolu, je pense qu'on peut dire que c'était quand même plutôt un bon match spectaculaire. C'était un très bon match. Shotzi Blackheart, je la trouve green, mais comme je l'ai dit dans le play-by-play, elle fait des choses assez incroyables. Entre autres, des suicide dive assez dingues. Et en double team, je l'ai trouvé super efficace avec Ember Moon. Et comme moi, je suis un partisan convaincu de Raquel Gonzalez de toute façon, finalement, c'est la quatrième, moi, avec qui je coince un peu. En l'occurrence, c'est Dakota Kai. Mais sinon, oui, j'ai trouvé que c'était un excellent match, vraiment d'un niveau. Voilà. On aurait dans le main roster pour la Tag Team Division féminine des matchs de ce niveau-là. Moi, je signe demain à SmackDown ou à Raw, des matchs de cette qualité-là. Donc, très franchement, je trouve que là, les filles ont donné envoyé un beau signal. Je remettrai juste en cause, bien évidemment, le booking paresseux as fuck, encore une fois. Voilà. Et comme je l'avais dit au tout début, un match annoncé entre les deux équipes directes sans remettre la ceinture au préalable à Dakota Kai et Raquel Gonzalez, ça aurait été largement préférable. Donc un gros truc de feignasse, quoi. Allez, on passe à la suite parce qu'il y en a un paquet de suite et on aura Adam Cole qui lui aussi va hyper de son côté. Bien sûr, c'est chacun son tour. Il rappelle qu'il a eu un règne de 403 jours, qu'il a battu tout le monde. Donc Finn Balor, t'as beau être le meilleur champion NXT de l'histoire comme tu le racontes à tout le monde. Bah c'est pas vrai, c'est moi le champion, baby. On va avoir quand même un petit passage émotion. C'est vrai que j'aurais pu en parler dans la foulée avec Ember Moon et Shotzi Blackheart qui vont rentrer dans le locker room, quoi, qui vont être félicités par une grande assemblée de catcheuses et catcheurs. Mais derrière, il y a Candice LeRae et Indy Hartwell qui les bouent, quoi. Elles sont pas contentes, quoi. Elles vont retrouver Johnny Gargano et Austin Theory, qui vont revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, donc sur l'histoire de la thérapie où Gargano a payé pour faire parler la psychologue et raconter des cracks à Theory. On s'éclate dans ce clan. Gargano, il explique que c'était pas gratuit, mais que en faisant ça a permis à Theory d'avoir des réponses sur Dexter Lumis. Dexter Lumis, je vous le spoil tout de suite, on ne le verra pas. Austin Theory, on ne sait pas pourquoi, mais il est pas content et il décide de déchirer son t-shirt avant de s'en aller tout frustré, le garçon. Un mot à dire sur The Way, mon cher Ringside? Ouais, alors, j'ai pas trop suivi tout ça. Donc, si je comprends bien, alors déjà, s'il enlève son t-shirt, Theory, c'est parce qu'on a mis en doute ses abdos. Oui, on met en doute sa shape, ouais. Voilà, mais bon, tout ça n'a pas grand intérêt. Ils font du comedy wrestling alors avec Exactement. avec Austin Theory, ok. Ouais, bon, de toute façon, voilà, le pauvre, bah voilà, je n'ai même oublié son nom. Comment il s'appelle, le petit Gargano. Gargano. Le petit. Petit merdeux. Il a fait son temps à NXT aussi. Il a plus rien à faire là. 205 l'attend. Voilà, 205 est là pour toi. Je vois pas pourquoi on s'entête à le garder dans le show jaune. Il va faire que du plus mauvais en plus mauvais au plus mauvais. Candice LeRae, bon, voilà quoi. La nouvelle catcheuse, là, elle m'intrigue quand même. Voilà, je suis curieux de voir le match la semaine prochaine avec Austin Theory parce que j'ai envie de voir catcher Austin Theory, quoi. Mais je trouve ça nul en fait. Papy, Gargamel, stop ou encore? Ouais, non, c'est pas le meilleur passage de The Way. Pourtant, ça m'avait intrigué au tout début, là, quand ils sont réunis à 4. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. En plus, Austin Theory qui est un peu reparti à NXT pour peut-être réapprendre un peu les bases. Alors, pas en catch, parce que pour moi, il avait vraiment des bonnes qualités sur le catch, mais un truc un peu comédie pour justement augmenter son attirail, ça me semblait pas mal. Et en fait, depuis, ça tatouille, là, c'est pas terrible. Le segment la semaine dernière était pas bon, puis cette semaine, ils ont fait plus court. Mais c'était pas génial non plus. T'attends qu'il passe à la suite, là. T'as vraiment l'impression qu'il navigue à vue. Ouais, c'est navigue à vue, du comedy wrestling, comme tu as dit, Ringside. C'est ce à quoi est borné Austin Theory. Et puis maintenant, là, ça commence à durer depuis un petit moment. C'est pas comme si ça avait commencé il y a 2 mercredis, quoi. Le mec était quand même à WrestleMania, quoi. Ils l'ont appelé en urgence pour venir à WrestleMania, et maintenant tu vas faire le clown comme le premier Akira Tozawa venu.
un peu Ouais, c'est de cohérence, hein. On en appelle souvent la cohérence, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce gars-là? C'est censé être l'avenir de la fédération. Heu, Ils sont déjà en train de le flinguer, quoi. Ça va pas. Non, c'est NXT, il fait un peu n'importe quoi NXT. Après, ce qui compte vraiment, c'est le main roster. C'est pas faux. Allez, Mais bon, théoriquement, NXT, ça devrait être là pour, un peu, enfin, je ne sais plus à quoi sert NXT. J'abandonne, je lâche l'affaire. allez, laissons The Way sur le chemin et rejoignons le ring pour un match féminin qui va voir s'affronter Kaden Carter et Xia Li. Alors Kaden Carter, elle vient pour venger sa copine, hein, parce que Cassie Catanzaro s'était fait casser la gueule par Xia Li. J'ai envie de dire, même motif, même punition. Xia Li va casser la gueule à Kaden Carter, sauf qu'il va y avoir une victoire, mais une victoire qui va être due à une DQ, puisque dans ce match qui va durer 2 minutes 09, Cassie Catanzaro va intervenir, va interférer et va attaquer la chinoise avec sa béquille en criant qu'elle était allée trop loin, toi ma copine, t'es allée trop loin. Là-dessus, il y a Boa qui arrive pour casser la béquille de Catanzaro. Carter, elle a de la ressource, elle va utiliser l'autre béquille pour le fracasser avec, et ce qui va lui leur permettre de fuir pour la suite avant que ça se gâte cette affaire. Allez, bim bam boum, mon papy, Xia Li, continue. Bah, les moi, squats. j'aime bien l'univers qu'ils ont créé autour de chez Ali, mais par contre, tu te dis, il se barre avant que ça se gâte cette affaire. Moi, j'ai peur que ça se gâte cette affaire s'ils sortent pas de cette rivalité de fin fond de carte, quoi. Il faut vite qu'elle les mange, les deux petites, là, et puis qu'elle passe à autre chose, parce que ça risque d'être long, et plus c'est long, moins c'est bon. Ringside enthousiaste par l'univers du clan chinois. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien leur entrée, j'aime bien ce que ça dégage, et par contre, effectivement, faudrait pas que ça dure 3 heures avec les Catanzaro et machine là. Ouais, faut essayer de les faire monter un peu plus haut, essayer de capitaliser sur ce truc-là. Je trouve que c'est plutôt sympa, c'est rafraîchissant, c'est des trucs qu'on n'a pas trop vus. Voilà, moi ça me plaît bien ce genre de choses. C'est un peu des trucs que j'ai envie de voir à NXT plutôt que des pushs de gens qui ont déjà 10 ans de carrière et qui savent plus quoi faire. Donc ouais, moi je suis pour un peu plus de ce clan chinois là. Et passer à des adversaires un peu plus sérieux. Après, là, on est vraiment chez les rookies, du coup. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a du boulot, c'est sûr qu'il risque d'y avoir des imperfections. Mais justement, tourne-leur donnant d'antenne, qu'ils arrivent à nous créer quelque chose, parce que c'est intéressant, je trouve, les personnages qu'ils ont fait. Hein. Je l'ai dit dans les précédentes bastons, moi aussi je suis client complètement de l'univers du clan chinois de NXT là. Effectivement, il faut qu'elle quitte vite Cassie Catanzaro et Kaden Carter et qu'on lui donne de la vraie barbaque à manger. Et je pense en plus qu'elle en est capable. J'ai vachement confiance dans ce repackaging et ce retour de Xia Li. Boa, je sais pas ce qu'il vaut sur le ring. On l'a vu à un Rumble et puis peut-être à un match comme ça ou deux à NXT depuis 2-3 ans. Mais elle, j'ai une grande confiance. Je la trouve bien athlétique dans son personnage. Elle a un peu densifié son moveset. Alors malheureusement, elle a que des matchs qui durent entre 1 et 3 minutes. Donc effectivement, c'est compliqué maintenant de la voir. Maintenant, il faut la voir face à une Cador et voir ce qu'elle tient sur un ring, face à une Raquel, face à une Mercedes, face à une Tony, face à une Io, etc., etc., etc. Un retour, messieurs, un retour. Le retour de Jordan Devlin, l'ancien champion cruiserweight, qui est bloqué à l'aéroport depuis 1 an. Oui. Et voilà, c'est emmerdant, quoi. Belfast, là, coincé, ça fait 1 an qu'il est coincé dans le terminal et qu'il tournait comme une souris. Enfin, ça y est, il a réussi à monter dans un avion. Il est de retour à NXT. Il pense que voilà, là, il va y avoir le plus grand NXT Takeover de l'histoire et qu'il n'y aura pas le vrai champion des poids moyens. Donc, il est temps que cette affaire se termine et qu'il ait affaire à Santos Escobar. Donc là, on nous tease définitivement, directement, un retour de Devlin qui va venir réclamer son dû, mon papy. Ouais, alors moi, je t'avouerai sincèrement que c'est pile le moment où il était champion que je regardais plus NXT. Donc, je n'ai aucun souvenir de ce garçon. Effectivement, une réunification de ceinture, c'est toujours sympa comme rivalité à suivre. Donc oui, ça peut être bien. Ouais, surtout que Santos Escobar, en plus, il va se plaindre avant de passer la parole à Ringsa, et juste pour terminer le segment, il va se plaindre auprès de William Regal sur justement l'arrivée de Jordan Devlin, quoi.
Lui, il lui dit de s'occuper un peu de son cul, hein, et puis d'inviter la Legasto del Fantasma à aller s'occuper davantage de ce qui se passe dans le ring, et que lui, il s'occupe du business. Mon ringside, ça, c'est du patron. Ouais, mais je le soupçonne quand même, William Regal, d'être un sale gros raciste, hein, parce qu'il écoute pas du tout Pablo Escobar, là, il parle en même temps que lui. Euh, c'était une drôle de scène. Mais ça, par contre, ça, c'est un match que je veux voir, Devlin contre Escobar. Il est pas resté à NXT longtemps, hein, Devlin. Je crois qu'il a gagné le titre, et puis après, c'était le confinement, donc il était coincé en Angleterre. Euh, c'est deux très bons catcheurs, donc ça peut donner un super match si on leur laisse du temps. Mais c'est comme tout, je sais pas à quoi elle sert cette ceinture, donc c'est bien pour occuper un peu de temps d'antenne. J'espère qu'on aura un beau match et puis qu'ils essayent de faire quelque chose avec le titre Cruiser, parce que depuis le temps que ça a été créé, on peut quand même faire de très très bonnes choses avec ça. Et pour l'instant, je constate que c'est pas le cas. Mais encore une fois, je suis assez hypé pour le match. Alors, un match, il va y en avoir un, puisque derrière, c'est la Legado del Fantasma, justement, dont on parle, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza qui débarquent, et qui vont affronter les Grises Young Veterans, James Drake et Zach Gibson, pour un match qui va pas exister quasiment, hein, puisqu'il va durer 1 minute 41. Les Legado del Fantasma vont trouver le moyen de battre les GYV, qui, après avoir été surpris par l'arrivée de... Notre papy en parlait tout à l'heure, l'arrivée de Breezango en casque d'astronaute en mode Daft Punk, qui en fait, non, c'était pas les Breezango, c'était une ruse, une belle ruse de guerre à NXT, puisqu'en fait c'était les MSK, alors qui sont donc les vainqueurs du Dustin Young classique, hein, Dustin Rhodes classique, pardon. Voilà, prise en chasse, MSK se défend, contient les perdants de la soirée. Dernièrement, le Breezango, les vrais, eux, cette fois, arrivent sur le ring pour s'en prendre cette fois à la Legado del Fantasma. De la bagarre, de la baston, de la mandale, ringside. Est-ce que ça t'a plu, ça? Alors, j'ai rien compris parce que déjà, on a deux équipes heal qui s'affrontent et il y en a une qui se fait attaquer par, je pense qu'ils sont censés être gentils quand même, MSK. Oui. Qui leur mettent des gros coups de casque, là, ils pètent la main d'un des deux, de Zach Gibson, je crois. Ça, c'est plutôt un mouvement de heal, quoi. Mais bon, après, tout le monde est content parce qu'il y a Breezango qui débarque. Voilà, j'ai pas trop bien compris, si ce n'est que c'est sympa de mettre un peu de vie dans la division tag team. Les champions sont pas là, visiblement, donc on sait pas trop pourquoi ils se battent. Je sais pas pourquoi aussi ils s'entêtent sur les Young Grizzled vétérans, parce que je pense aussi qu'il n'y a pas grand chose à faire avec eux. Sinon, je suis curieux de voir la suite de carrière de MSK. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec eux. Et le Legacy de El Fantasma, là, eux aussi, pour moi, ils sont mûrs pour le main roster. Donc, je comprends pas pourquoi ils sont pas dans la title picture, pourquoi on n'en fait pas plus avec eux. C'est deux très bons catcheurs. Qui ont notamment DJ-Z, là, je sais plus comment on l'appelle maintenant, mais il a aussi une longue carrière, lui, derrière lui. C'est des choses que j'aimerais bien voir plutôt à Monday Nitro. Pareil pour Breezango, quoi. Mais sinon, dans l'absolu, c'est plutôt sympa. Ça ressemble à un bon show de catch, ça. Papy? Yes, ouais, c'est plutôt sympa cette confrontation. J'ai juste 2-3 remarques. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que Breezango, je pense que ça serait un peu le temps de leur monter dans le main roster. Ils ont pas mal apporté rapporté à NXT. Je pense qu'ils ont regagné un peu de crédibilité. Surtout, Fandango qui est souvent été blessé là, il m'a l'air comme de pouvoir enchaîner un peu, donc il est plutôt bien. D'ailleurs, premier point, quand Fandango s'est retrouvé dans le ring, je me suis dit: «Ça y est, enfin quelqu'un d'un peu balèze dans le ring», parce Ouais, que ouais, c'est vrai que physiquement, il en ça a tout impose de par suite. rapport aux autres, hein. Alors là, il t'a mis des coups là, que tu te dis: «Ouh, ça y est». Là, c'est du catcheur là. Là, c'est du il y a du vrai physique avec Fandango. Et autre chose, la petite truc qui m'a fait marrer un peu, c'est quand MSK a révélé son visage derrière les masques, enfin les casques de cosmonautes de Breezango. J'ai eu 5 secondes où je me suis dit: «C'est qui ces gars déjà?» Voilà, ils sont un peu trop nouveaux pour moi pour s'amuser à faire des révélations de visage, et sur le coup, je me souvenais plus du tout qui c'était. Je dis: «Mais qui c'est ces gars?» Et après ils font: «Ah, c'est MSK». Je fais: «Ah oui, c'est vrai, d'accord, c'est eux». Ouais, j'avais totalement zappé à quoi ressemblaient. Donc Il y en voilà, a c'est un qui a vraiment une sale gueule, hein.
Il y en a qui a vraiment une sale gueule, c'est vrai. En tout cas, c'est ça, effectivement, ce qui est bien, c'est que la division tag team revit et bah, vivement qu'ils s'attaquent aux Lorcan et Burch là, Oui. vivement qu'ils se mettent sur la gueule, merde. Oui, moi, c'est ce que j'attends de toute façon, Ouais. là, hein, c'est qu'il y ait de nouveau de la compète au niveau autour des ceintures de la Tag Team Division, quoi. Clairement, là, c'est bon. Donc là, ils ont mis en place le tableau. Il y a tout un tas d'équipes qui est intervenu dans ce segment. C'était quasiment un non-match, mais c'était pas grave, quoi. C'était, ça nous met dedans, quoi. Donc, on va dire que là-dessus, ils prennent un bon point. Allez, on termine avant le main event, les derniers segments. Alors, on en a parlé finalement un peu avec l'arrivée de Ciampa et Thatcher, parce que Thatcher, il va être interviewé sur la proposition d'Imperium, mais Tommaso va le couper directement, hein, et il va lui dire, voilà, il connaît sa réponse, et tout simplement, il book la semaine prochaine, puisqu'il nous explique qu'ils vont affronter Imperium dès mercredi prochain. Thatcher, lui, il semble un petit peu le cul entre deux chaises. Autre interview avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez, évidemment pas contente, Kai en particulier bien furieuse et qui se plaint des questions stupides de l'intervieweuse, hein. Qu'est-ce que c'est que ces journalistes, non un chien? Et Raquel Gonzalez, bah elle, finalement, elle se fait à l'idée, quoi. Elle explique, oh, on a été les premières championnes de l'histoire du titre, c'est beau et tout. Là-dessus, on a Yoshirai qui débarque dans le locker room et qui vient directement défier Raquel Gonzalez. Be careful what you wish for. Telle est la réponse de Raquel à la championne. Messieurs, alors là, la rivalité entre Raquel et Io est-elle sur les bons rails? Papy? Ah oui, moi j'ai qu'un seul mot, c'est enfin quoi. Enfin, Ah, Raquel, depuis le temps qu'on dit que bah, il faudrait qu'elle soit utilisée pour la rivalité Kiyoshirai, parce que pour rappel, hein, c'est comme elle c'est sur elle qu'elle fait le pin dans les Wargames, Raquel eh oui. Gonzalez. Donc c'était un moment marquant. Et derrière, elle était partie dans les histoires tag team, et tandis qu'Io, elle recevait un peu toutes les quiches du ring là, le Tony Storm et tout là. Bref, enfin de la vraie réalité, et voilà, c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Je suis ravi que justement cette perte de titre permette de rebondir tout de suite sur la rivalité que j'appelais de mes vœux. Ringside? Ouais, je pense qu'on peut qu'être satisfait par la mise en place de cette rivalité. Là, on va voir si Yoshirai, elle peut mettre over une catcheuse qui a un peu moins d'expérience. Je suis impatient de voir un match comme ça entre une powerhouse et la championne. Ouais, bah écoutez, je vous rejoins. Voilà. À l'unanimité, la presse est unanime à catch-up, puisque c'est pareil, tout pareil. Et j'ai appelé ça de mes voeux depuis tellement longtemps que voilà, enfin ça y est, cette rivalité elle est là et ça va envoyer du bois. Allez, on finit, ça y est, on arrive au bout de NXT hein, seulement mes amis. Hein. Donc, main Accrochez-vous. event, Finn Balor versus Adam Cole pour le titre NXT, un match qui va durer tout simplement 20 minutes 06, un match qu'on a déjà vu. Un match dans la veine des matchs que dispute Finn Balor depuis maintenant plusieurs semaines consécutives. Là, il y a une vraie animosité, il y a toutes les affaires autour du split de Adam Cole avec l'Undisputed Era qui sont dans le bain. Il y a aussi toute la haine que peut avoir Finn Balor pour Adam Cole, qui vraiment me donne vraiment la sensation de ne pas pouvoir le blairer. Je ne sais pas pourquoi, ça a l'air d'être physique comme ça, je ne sais pas. Donc les gars vont nous envoyer du gros catch. Hein. Je ne remets pas en cause cela, loin de là. 20 minutes quand même de fou furieux, de grosse intensité, de gros strikes, avec ça te balance du stomp, avec ça te balance du super kick. Ça s'envoie un peu dans tous les sens, mais Finn Balor reste quand même quasiment invincible à NXT dorénavant. Depuis qu'il est revenu, il a dû perdre peu de matchs, peut-être en tag team ou des choses comme ça. Et globalement, le Finn Balor, il reste indestructible. Il va battre 1, 2, 3 le Adam Cole. Là-dessus, Kyle O'Reilly va faire son apparition après le match et va attaquer directement Adam Cole. Il veut porter un brainbuster sur les marches, mais les officiels vont venir le stopper. Et alors là, le Kyle O'Reilly, il va être particulièrement vénère parce qu'il va balancer les arbitres, mais un truc de fou, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un catcheur s'en prendre aussi fort que ça aux arbitres, parce que vraiment, il était en mode rien à foutre. Il continue son attaque sur la rampe. Finn Balor, lui, reste au milieu du ring. Il se demande un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, gros beatdown à l'extérieur. Mais pendant que Finn Balor est dos face à l'action entre Cole et O'Reilly,
Qui c'est qui vient faire un petit coucou? Qui c'est qui vient faire un petit TikTok? Eh ben, c'est Karrion Kross, le monstre Karrion Kross. Et derrière le dos de Finn Balor pour promettre un face-à-face futur pour ainsi finir le show. Alors là, il y a de la matière. On n'est pas rendu, les amis. Ringside. Alors, main event, match, intervention d'après-match, arbitre qui se fait violenter, Karrion Kross qui est de retour. Ça Ouais. va? Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps, lui dit Finn Balor à Karrion Kross avant de se retourner, hein. Il le sent dans son dos comme ça, il l'a senti venir. Ah ouais, Euh, instinct, ça. Ouais, je vais essayer d'être synthétique. Le match en lui-même, bah, c'était bon, hein. Finn Balor contre Adam Cole, ça peut difficilement être mauvais. C'est juste qu'il n'y avait aucune surprise dans l'issue du match. De toute façon, voilà, Finn Balor, il va pas se faire battre à NXT, si ce n'est peut-être justement par son prochain adversaire, Karrion Kross, qui est apparemment le gros projet de Triple H. Et Kyle O'Reilly, moi je suis très content qu'on ait un push de Kyle O'Reilly. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment impressionné à l'époque de la Ring of Honor. Il a fait déjà des bons matchs à NXT, il a déjà une bonne carrière, notamment en tag team, hein, l'Undisputed Era, c'est assez inattaquable. Mais c'est un mec qui peut offrir beaucoup plus à la Ring of Honor. Il était vraiment très impressionnant. C'est un ancien champion à Ring of Honor. Son règne a été assez court parce que justement, juste après avoir gagné le titre, il a été débauché par la WWE. Face à Adam Cole, c'est deux mecs qui se connaissent par cœur, donc ils peuvent tranquillement sortir un des matchs de l'année. Voilà, je suis pour le push de Kyle O'Reilly que j'attendais de mes voeux depuis un bon moment. Pour moi, il y a une grosse perte de temps là sur Kyle O'Reilly. On aurait dû l'utiliser un peu plus tôt. Je pense que vous avez encore rien vu, hein, de ce qu'il est capable de faire. Et Adam Cole, Adam Cole Baby, quoi. Je sais pas où ils vont aller avec lui. Là, il va trop choper le syndrome Gargano. Et Ciampa, c'est un peu dommage, mais c'est la dure loi de la WWE. Hein. Si tu végètes à NXT, bah, tu vas aller un petit peu nulle part. Voilà, je suis un peu inquiet pour la suite de sa carrière, mais en tout cas, je suis hypé pour une rivalité Cole O'Reilly, pour un méga push d'O'Reilly, et puis bah, je suis aussi hypé pour la confrontation Finn Balor Karrion Kross qui m'a moins impressionné dans le ring, mais qui a un physique, qui a une gueule, qui a un charisme. Et je pense qu'effectivement, ils ont bien raison d'essayer quelque chose avec lui. Papy? Yes, alors moi j'ai beaucoup aimé ce main event pour tout ce qui s'est raconté là, effectivement. Donc, alors, petite précision quand même, parce que Finn Balor bat Adam Cole, mais bon, c'est clean, mais Kyle O'Reilly intervient avant le finish en fait, et c'est ça qui Ouais. surprend Cole et Oui, permet oui, à oui. Finn Balor de mettre le finish. Mais alors, effectivement, tu dis que ça ressemblait pas au dernier main event de Finn Balor contre les Strong, les O'Reilly justement et Compton. Donc, je trouve qu'il y avait comme une différence, c'est que alors Cole est peut-être un poil moins spectaculaire dans le ring, encore qu'il se défend quand même pas mal. Mais par contre, je trouve qu'il a vraiment ce que les trois autres n'ont pas, c'est des mimiques dans le ring. Tu vois, il y avait vraiment je sentais vraiment de la haine dans son regard, ces trucs-là. Mmh. Et je trouve qu'il est vachement intéressant là-dedans, en fait, Adam Cole, et il a vraiment un gros apport là-dessus, c'est qu'il donne de la vie au match, en fait, avec son regard haineux, quoi. Et je suis effectivement impatient de le voir aussi contre O'Reilly, qui m'a fait une belle impression quand lors du beatdown final. Et puis pareil, le Karrion Kross, Finn Balor, moi, qu'est-ce qu'on attendait? Moi, je l'attendais, ce truc-là. C'est une deuxième fois. On en parlait pour les filles. Là, c'est pareil pour les gars. C'était le match que j'attendais. Donc, je suis impatient de voir ça. Dernière petite chose pour Adam Cole. Je crois qu'il est un peu plus jeune que toute cette bande-là, quoi. Je suis même pas il doit juste avoir une petite trentaine, lui. C'est le plus jeune d'entre tous, de mémoire de tous les main eventers de NXT. Et donc, j'ai encore un espoir pour lui qui puisse un jour faire quelque chose dans le main roster. Mais pour ça, pour moi, il va falloir qu'il passe un jour à la salle de sport et qu'il muscle, quoi. Parce que là, il est pas gras ni rien, mais par contre, il est maigre, quoi. Je trouve Ouais. il est pas du tout impressionnant. Et comme il est pas grand, ça manque un peu, tu vois. S'il était un peu plus dessiné, là, il y aura peut-être un moyen d'espérer quelque chose pour lui dans le main roster. Mais là, comme ça, petit et pas très dessiné, ouais, je pense qu'il va lui manquer quelque chose, malheureusement, pour passer à la marche au-dessus. Ouais, il lui faut un Ouais. clan derrière lui. Hein, Ah, mais clairement, je pense qu'il ne Mmh. peut pas vivre sans un clan pour monter dans la Big League. Pour moi, tu as tout résumé, Papy, sur l'histoire du physique. Pour moi, clairement, sa faiblesse monstrueuse, elle est là.
et pas ailleurs. Hein. Et alors ce main event, moi j'ai bien aimé aussi. Hein, je suis à peu près comme vous. C'était un match de belle qualité. Ça s'envoie, Finn Balor. Encore une fois, j'avais un problème encore avec le suspense parce que voilà, à aucun moment je pouvais imaginer Adam Cole gagner ce match, que Kyle O'Reilly débarque. Bon bah pas de surprise quoi. Après, c'est les suiveurs réguliers. Moi, je regardais NXT toutes les semaines. Donc, oui, effectivement, il n'y avait pas de surprise là-dessus. Donc, tout ça, ça manquait un peu de suspense. Mais le in-ring est super propre. Mais pour moi, Adam Cole, pardon, il ne passe pas le cut du main roster. Là, il y a vraiment un déficit physique. Je veux dire, il a rien d'impressionnant. Je l'appelle souvent la crevette, quoi, parce que, ok, ça n'empêche pas que dans le ring, il délivre la marchandise, qu'il scelle, mais il a un tel déficit physique que moi j'ai du mal à suspendre mon incrédulité avec lui, quoi. Vraiment. Et je ne conteste pas ses qualités de micro. Voilà, c'est un gars qui est bourré de qualité, qui est en train de aussi s'encrouter à NXT beaucoup trop de toute façon. Et s'il veut passer la marche du dessus, le main roster, oui, il va lui falloir un clan au cul, quoi. Je vois pas d'autre solution pour lui. Ouais, bah après, ils le bookent dans le main roster comme ils l'ont booké là à NXT. Il peut faire son trou, hein, ça pose pas de souci. Mais Bah, j'ai un doute, moi Ouais, j'ai toujours un ouais, doute ouais. là. Qu'il puisse faire son trou sans passer un peu plus de temps à la salle de sport. Oui, là, il faut. Euh, Là, particulièrement, effectivement, le physique n'était pas, mais il a eu une période où il était un peu plus dessiné que ça. Mais là, on sent qu'à NXT, les gens, ils vont plus trop à la salle. Hein. Allez, on quitte NXT, on fait le switch et on va passer à la All Elite Wrestling. Vous connaissez la procédure peuple de catch-up. Donc c'est parti pour la review du Dynamite. Et une Je review vais pas qui est te le droit de répondre d'abord. Ah bah ouais, Allez, dis-nous que t'as kiffé le Barboyard de Explosive Match. j'allais introduire À vous. la chose. Effectivement, puisque vos deux compères, Ringside et Papy, ont été à la charge et à la noble charge de reviewer le Revolution de dimanche, je n'étais point là, j'étais absent, j'étais en train de brouter des feuilles à mon arbre de Luchasaurus et j'ai écouté de manière attentive cette review de mes deux comparses. Et je dois dire que j'ai un peu grincé des dents. Je vais commencer par d'abord les points en fait d'accord, parce que j'ai beaucoup de points d'accord. On n'est pas une team catch-up pour rien. Il y a plein de choses sur lesquelles je vous rejoins. Bon, moi j'ai trouvé que vous aviez été extrêmement dur, que vous aviez dégommé le show en long, en large et en travers, et certainement à raison pour apparemment la majeure partie des suiveurs. Moi, j'ai pas trouvé que tout n'était aussi bon acheté que ça, que c'était quand même, il y avait des choses qui étaient plutôt pas mal. J'ai eu pas mal de moments qu'on trouvait bien. Alors évidemment, le fameux Barb Wire, un match. Évidemment, la fin, elle est complètement pérave. C'est une catastrophe absolue. C'est un fail. Un gros fail énorme. Mais moi qui ne suis pas fan de ce genre de stipulation de deathmatch et tout ça, et bah pour le coup, Omega et Moxley, dans le déroulé du match auparavant, et bah, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt pas mal délivré la marchandise. Ça m'a pas transporté parce que c'était pas un match dans lequel j'avais des espoirs fous, mais je me disais que avec un Moxley à la manœuvre dans ce genre de truc, ça allait donner quelque chose d'assez intéressant, et ils ont réussi à m'accrocher un peu. Après, j'étais pas du tout d'accord avec vous sur Scorpio Sky. Alors là, le pauvre Scorpio Sky, il s'est fait habiller pour l'hiver. Allez, écoutez, peuple de catch-up, la review d'AEW Revolution, parce que c'est du bon quand même. Donc, Scorpio Sky se fait habiller pour l'hiver. Lui qui catch torse nu, c'est un peu embêtant. Écoutez, moi, j'étais très content de sa victoire. Alors, nonobstant le fait que je me suis planté dans les pronos de manière catastrophique, Papy peut en être témoin au final, puisqu'on avait fait les pronos ensemble. Pour moi, la victoire de Scorpio Sky n'est pas vraiment une surprise. Le mec a fait une belle année 2020, a été champion tag team, a eu droit à pas mal de vignettes, a fait pas mal de matchs à Dark et pas mal de matchs à Dynamite. Et il a juste eu un petit souci d'absence de 3 semaines juste avant le pay-per-view où il était blessé. Bam, du coup, il revient, il est balancé pour le number one contender dans un ladder match. Et dans ce ladder match, je l'ai trouvé très bon, Scorpio Sky. J'ai trouvé qu'il avait fait un super combat. Il est impliqué dans les 4-5 plus gros spots du combat. Et au final, il va décrocher le fameux Donut Ring. Alors ça c'était pourri. Hein. Ça, je suis d'accord. Le contrat, franchement, ils auraient pu se bouger le cul. Et ils auraient pu mettre tout simplement une petite mallette avec un contrat dedans et ça aurait été très bien. L'histoire du Donut, là, du Sonic Ring, là, c'était un peu étrange, ça.
Et pareil, sur la Casino Tag Team Royale, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt entreprenant. Toujours la déception par rapport à Luchasaurus, mais ça j'ai l'impression qu'elle va être éternelle. Une équipe que j'aime bien qui remporte le truc, en plus, avec un catcheur que j'apprécie particulièrement qui est Rey Fenix. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Le match tag team, pareil. Young Bucks, les Young Bucks, ils sont toujours dans la surenchère. Ils sont toujours en train de finalement tricher parce qu'ils sont tout le temps en double team sur le ring. Mais ils tiennent quand même la baraque. Je veux dire, c'est quand même des bons showman tous les deux. Et le match tag team a été plutôt de bonne qualité. Le match féminin, j'avais déjà été surpris par le match de Dynamite de la semaine dernière. Et le match féminin, c'était pas pareil, du grand génie, mais c'était plutôt solide pour ce que présente la AEW depuis presque 2 ans maintenant. Donc, je pouvais pas mettre 4 ou 3 étoiles à un match pareil, à un pay-per-view pareil, excusez-moi, mais pour moi, il méritait pas un 1 ou un 1,5. Je considérais qu'il y avait quand même pas mal de boulot. Donc moi, j'aurais mis un 2,5 ou un 2,75. Ouais, je vous ai choqué. Oh, c'est beau. Voilà, parce que là, alors, on sait que tu reçois des t-shirts de la part de Tony Khan. Pas plus de catch-up, je vais être en handicap match là, parce que là, on est en 2 contre 1 là, parce que là, ça va être chaud pour ma gueule. Ouais, désolé, moi, vraiment, le Dynamite, je me suis pas enthousiasmé, j'ai déjà des pay-per-view de WWE à 2,5, voilà, un pay-per-view de la All Elite Wrestling à 2,5. Voilà, ça m'a pas fait rêver, mais j'ai pas trouvé que c'était la bouse qui avait été annoncée un peu partout et qui a effectivement pris cher. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est que le pay-per-view se retrouve au final comme la meilleure vente de pay-per-view hors WWE depuis 1999. Ils ont fait un chiffre de dingue. Et le fait d'avoir foiré 1 ou 2 gros spots a aussi fait que ça a fait un énorme buzz autour d'eux et que tout le monde a parlé finalement. Parler en bien ou en mal, mais parler de moi. Et c'est ce qui s'est passé avec AEW Revolution. Tout le monde a parlé de ce qui s'était passé dans le catch universe, quoi. Yes. Et je pense que c'est pas une si mauvaise opération que ça, et que c'était pas un si mauvais pay-per-view que ça. Faut pas que ça se reproduise, je pense. Par contre, si tu fais tout le temps parler de toi pour des mauvaises raisons, ça sera mauvais. Et bon, en l'occurrence, c'était un one shot. Hein. Franchement, c'est vrai que ce qu'on disait à la fin de la review, c'était que c'était la première fois qu'ils se plantaient entre guillemets autant dans un truc. Donc ça fait partie de leur histoire maintenant. Ouais, ça fait partie de l'expérience. Voilà, ils en sont pas non plus à d'autres 200 ou 300 ou 1000 pay-per-view. Donc ils apprennent avec le temps. Moi, j'ai trouvé que les anciens en particulier, Chris Jericho, Miro, tout ça, ils avaient bien tenu la baraque dans tous les trucs où ils sont passés. On a eu des arrivées avec Ethan Page, on a eu Christian. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et Ethan Page, moi je le découvre, je vous le dis tout de suite, c'était pas un catcheur que je connaissais, qui apparemment se positionne en heel. Voilà, au final, moi je vais terminer là-dessus sur AEW Revolution parce que je pourrais en parler encore pendant une demi-heure. Mais moi, ce qui m'a en plus vraiment intéressé, ça a été le cinématique match. J'ai trouvé le cinématique match très très bon. Alors malheureusement, a été gâché comme l'ensemble du pay-per-view par les commentaires. Parce que vraiment, Jim Ross, je me suis exprimé dans le Discord. Voilà, Jim Ross, pour moi, ce n'est plus possible. Il est temps qu'il passe la main. Il est temps qu'il trouve une table de commentateurs beaucoup plus efficiente à la All Elite Wrestling. Parce que le cinématique match a été complètement gâché par les commentaires. Mais en mettant ça de côté, ça a été un des meilleurs cinématiques matchs que j'ai vu sur ces 2 dernières années là. Vraiment, j'ai trouvé ça super bon, super bien produit. J'ai trouvé Sting que c'était la très bonne utilisation qu'il fallait du Sting. Et Darby Allin, apparemment, il faut lui tresser des lauriers, alors que c'est un catcheur que je critique souvent à la baston. Mais il semble qu'il est responsable de 80 ou 90% du booking du match. Et c'est vraiment lui qui a orchestré le truc. Et j'ai envie de dire chapeau aux jeunes pour ce truc-là. Et bonne utilisation d'un Hall of Famer de 61 ans. Voilà, dernier point, je m'arrêterai là-dessus. Le problème de l'utilisation des Powerhouse à la Elite Wrestling, mais je pense qu'on va en parler pendant la review de Dynamite. Allons-y. Go. Allez, on part sur Dynamite, les Powerhouse, on va avoir l'occasion d'en parler. Les gars, on enchaîne. On est donc dans le 76e Dynamite. Quand tu compares déjà rien qu'à NXT qui est à 446.
Toujours à Jacksonville, en Floride, USA, le Daily's Place, toujours la même salle, ça n'a pas changé. Toujours au commentaire, Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Comme très très souvent à Dynamite, ça commence par du catch. D'entrée, on a un match entre Rey Fenix accompagné de Pac, le Death Triangle, qui affronte Matt Jackson comme ça s'était promis, comme ça s'était prévu, voilà, accompagné par le Frangin. On va avoir un match de 14 minutes 17 où là vraiment, alors moi j'étais plutôt content que ça soit Matt Jackson qui soit à la manœuvre du côté des Young Bucks, parce que je trouve Nick Jackson un peu faiblard depuis 2-3 mois. In-ring, il a été blessé 2 fois, donc je pense que ça doit y jouer. Et du coup, Matt Jackson, pour moi, fait largement le taf. Les deux mecs s'envoient. Là, on a 2 high flyers, 2 spécialistes de super kick, de jeux dans les cordes, de souplex, bref, la totale. Phoenix et Pac sont quand même bien chauds, ça se bat aux abords du ring. Voilà, on est en vrai belle baston, mais au bout de ces 14 minutes, c'est Rey Fenix qui va battre Matt Jackson, donc qui en promet beaucoup ainsi à la paire des Young Bucks pour le titre. Du coup, les Death Triangle, pour repréciser, donc ils ont gagné la Casino Battle Royale, ce qui leur donne droit à un match de championnat. Finalement, c'était un peu la preview ce soir. Phoenix il a quand même placé, moi j'adore ce Fire Thunder Bomb là qui place là pour remporter l'opener là. Ça c'est du finisher que j'aime. Alors, allez, on va attaquer avec l'ancien, avec l'ancêtre, le papy, Rey Fenix versus Matt Jackson. C'est bien parce qu'en fait, on va déjà bastonner directement sur dès l'opener parce que j'étais un peu déçu voir ce match-là parce que j'ai trouvé justement que Matt Jackson, quand tu les Young Bucks, alors ce que je disais, je suis pas un grand fan de leur catch, mais je peux reconnaître qu'ils ont de la qualité quand ils sont en équipe. Par contre, en solo, je le trouve fade, le Matt Jackson. Ça aurait été n'importe qui, ça aurait été pareil, tu vois. J'ai vraiment rien du tout pour lui. Du coup, je trouvais que c'était un petit poil déçu parce que je pensais que Rey Fenix allait plus être spectaculaire. Et là, c'était limite, je le trouvais plus sur la réserve par rapport à d'habitude. Donc, j'étais un poil déçu là-dessus. Et pour finir, en plus, c'est là où c'est drôle en fait, c'est que moi je trouve que son finisher tout chelou à Rey Fenix parce qu'il tient le mec à l'envers et puis il monte son genou tout doucement pour toucher sa tête. Puis après il fait son finish. Mais à quoi ça sert qu'il monte son genou? C'est juste pour dire attention, je sais où est ta tête, je vais pas te tuer. C'est bizarre, tu sais, c'est un peu comme quand, alors je sais pas, tu prends un truc WWE, c'est comme Orton fait sa petite tape dans le dos avant de faire son DDT, tu vois, je trouve ça toujours chelou, quoi. Là, c'était pareil. Là, je comprends pas pourquoi il tient le mec à l'envers, et à 2 à l'heure, il monte son genou, et après, hop, il fait son finish. Je sais pas, je trouve que ça rend vraiment pas bien du tout, comme finish. Ringside. Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match, assez spectaculaire. Je suis intrigué par Rey Fenix, parce que alors il commence le match, il domine bien, et d'un seul coup il tombe par terre à l'extérieur du ring, il tient plus debout. Il se relève, il remonte dans le ring, ça se bastonne un peu, puis il retombe par terre dans les cordes. Il avait l'air lessivé. Je sais pas s'il picole pas un petit peu avant les matchs ou si dans quel état il débarque à l'émission. Mais je suis un petit peu inquiet pour sa santé. Bon, reste que c'était assez impressionnant. Par contre, il faut qu'il arrête de faire son spot où il se jette dans le public. Rey Fenix, ça il l'a fait à Triple Mania, il a blessé sa patronne à l'époque. Un peu, voilà, attention où tu vises parce que tu vas finir par te tuer. Voilà, sinon c'est un bon match. Par contre, le champion qui perd, ça c'est Booking WWE, quoi. Donc on aura la suite la semaine prochaine et puis on ira jusqu'au match de championnat avec évidemment des aspirants qui sont 2 catcheurs solo mis dans une équipe random, ce qui est du classico WWE pour une fédération qui se répandait quand même à dire qu'elle allait nous créer une vraie division tag team. Je trouve ça un petit peu étrange, mais pour ouvrir le show, c'est ce qu'il faut dans un weekly, hein, effectivement. La division tag team, elle est très très active à la IW depuis le début. Je ne suis pas d'accord. Moi je considère que si, donc c'est plutôt... moi ça me va plutôt bien, ça s'enchaîne plutôt bien, il y a du monde, moi ça me va comme c'est à l'heure actuelle. Après, moi je suis pour le coup plutôt content des challengers, hein, puisque l'équipe Phoenix Pac, je suis plutôt client. Et donc moi j'adhère. Alors, je vais pas dire que ça me va pas, mais je dis que c'est la même chose que la WWE. C'est ce que je dis.
sais pas, c'est difficile. J'ai du mal à comparer avec la WWE, moi. Pour moi, la WWE, c'est pas. J'ai beau aimer la All Elite Wrestling, pour moi, la WWE, ça reste la Big League. Il y a 2 shows majeurs, il y a un pay-per-view tous les mois, il y a 4 big events. Pour l'instant, moi, je peux pas mettre sur un plan d'égalité Dynamite avec Raw ou SmackDown, alors que je peux faire un comparatif un peu avec la NXT. Mais vraiment, 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 j'ai du mal avec ça, moi. J'ai vraiment du mal, quoi. C'est un peu comme tout le débat sur les anciens WWE qui débarquent à la All Elite. Bah, moi, je dis, bah, les mecs, si vous regardez du foot, du rugby, de tous les sports professionnels du monde, les mecs, ils passent de fédé en fédé, d'équipe en équipe, de franchise en franchise. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Moi, je suis content que les anciens WWE retrouvent du boulot. Je suis content de revoir des mecs comme Miro, comme Jericho. Je fais pas partie du bashing ex-WWE. Il y en a qui, pour moi, réussissent pas hein, à la All Elite Wrestling. Mais globalement, ça me choque pas, ça. Et la tag team, j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal à faire cette comparaison, Ringside. Je comprends hein, complètement tes arguments, hein, mais moi, j'ai du mal. Quoi. De mon interprétation du show, en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à faire de comparaison avec le WWE. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils se sont présentés en adversaire quelque part de toute façon. À partir du moment où ils sont en baston le mercredi avec NXT, ils se présentent en adversaire de la WWE et ils pêchent dans les filets de la WWE à l'occasion. Donc c'est le cas. Ce qui est peut-être juste dommage, c'est que finalement, effectivement, alors je veux juste pour peut-être rebondir un peu sur ce que dit Ringside, c'est que du coup, les Young Bucks, ils vont affronter 2 équipes de suite en challenger, 2 anciens catcheurs solo en fait. Mm. Alors que, on en reparlera parce que ouais, je trouve aussi que la division de tag team est très développée à l'AEW, mais c'est peut-être dommage justement qu'ils misent pas sur, une vraie équipe, par exemple les Jurassic Express, en disant: «Bah voilà, vous allez avoir un push continu pendant perpète et challenger aux ceintures», tu vois? C'est peut-être ça qui est un poil dommage peut-être. On en C'est reparlera surtout des ouais. Jurassic Allez, Express. avançons. On va en reparler de toute façon. C'est pas, ça va pas tout à fait s'arrêter là. On aura une promo un peu en mode bloqué, en mode Oren San et Gringe, avec Moxley et Eddie Kingston, qui vont nous parler effectivement du fail monstrueux de dimanche soir. Voilà, Eddie Kingston, il est honnête, hein, il dit que voilà, c'était un peu embarrassant quand même, quoi, qu'il voulait protéger Moxley, qui s'était pas rendu compte que les explosifs, ça n'avait pas correctement fonctionné. Il dit à Moxley que bah voilà, la vie c'est comme ça, c'est pas un jeu vidéo. L'ex-champ, il prend la parole à ce moment-là pour se moquer un peu de Kenny Omega, dire que voilà que lui-même il faisait des meilleurs pétards quand il était môme et il est content que Kingston finalement il ait rien eu, mais que ce soir il aimerait bien faire exploser quelqu'un. Alors Ringside, cette promo là finalement explicative du fail. Ouais, bah t'oublies quand même de dire que Eddie Kingston, il dit qu'il a fait une panic attack. Hein, parce que ça lui a remémoré Ah oui. quand Ah il était oui, en prison, etc. etc. En fait, c'est un badass, allez pas croire, il a fait de la prison, etc. etc. Ouais, bah ils essayent de prendre ça à la rigolade. Alors, il y en a qui sont convaincus. Moi, je suis plus perplexe. C'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Moi, je garde à l'esprit quand même que ça coûte 50 balles, hein, leur pay-per-view là. Un pay-per-view WWE, c'est inclus dans ton WWE Network, c'est 10 €, 5 € maintenant. La qualité attendue, elle n'est pas la même. Si en plus derrière on se fout de ta gueule parce que tu es un peu trop à vouloir un show avec une fin spectaculaire et une explosion, je suis pas vraiment sûr que ce soit une très bonne technique de se foutre comme ça de la gueule des fans qui sont un peu déçus par le show. Après, d'une manière, voilà, le petit segment en lui-même, il était bien fait. Moi, Eddie Kingston, je l'aime bien. Le père Moxley, il est toujours rigolo quand il fait le gogol là. Et puis c'est plutôt bien fait au niveau de la réalisation, etc. Mais dans le fond, je trouve que c'est quand même un petit peu du foutage de gueule et il faudrait voir à respecter un petit peu les fans. Je pense dans l'absolu, même si moi j'en ai rien à battre en vérité, mais je suis pas sûr que ce soit. Franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne technique de prendre tout ça à la rigolade et de se foutre de la gueule des gens qui ont critiqué, quoi. Ouais, en fait, on en avait parlé dans Revolution. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient assumé le fail en disant, Mmh. bah, tu vois, qu'ils fassent pas juste comme si ça avait jamais existé. Ça, je trouve Mmh. ça bien. Par contre, je trouve qu'ils assistent effectivement un peu trop sur l'aspect bouffonnerie.
du truc, et on en reparlera plus tard dans le déroulé du show. Mais voilà, je trouve qu'ils ont fait des caisses en fait sur ce truc-là, alors que Mmh. juste le fait d'assumer, moi ça m'allait très bien. Je trouvais que c'était même ça les grandissait. En faire des caisses par contre, c'est peut-être pas la peine non plus, c'est bon vous avez merdé, Mmh. c'est bien que vous assumiez, mais c'est pas non plus la peine d'en faire, 10 000, 1000 tonnes quoi. Un peu de profil bas. Ouais, essayons de faire profil bas. Bon, j'ai eu un petit problème de micro, les amis. J'ai pas entendu la fin de ce qu'a dit Papy. Je disais simplement que moi ça m'allait que ce que je disais, c'est que ça m'allait très je trouve ça que ça grandissait finalement d'assumer le fail, de pas le cacher, tu vois? De dire: «Bah, voilà, on a merdé, on assume». Par contre, je trouvais qu'ils en faisaient des caisses et ça, c'était peut-être pas forcément du meilleur goût. D'accord, ouais, OK. Bon, après, moi, je vous rejoins, j'ai pas été non plus client du segment. J'essaie de faire de l'emphase dans le play-by-play, mais au final, j'ai pas été du tout emballé par ce segment, par ces explications. J'ai trouvé ça cheap et ça m'a pas plu du tout. Je l'ai déjà dit à cette antenne, je suis pas un fan hardcore de Eddie Kingston, loin de là. Et ça m'a pas spécialement convaincu cette histoire. Allez, on va retourner sur le ring, mais très très vite parce qu'on va avoir Cody qui vient affronter un jobber, Seth Gargis. Donc vraiment un jobber, hein, parce que vraiment le jobber va se faire démolir, va se faire éclater en 50 secondes. Donc ça va être extrêmement expéditif. Ce qui va compter, c'est plutôt ce qui va se passer après, puisque Tony Schiavone va venir sur le ring pour interviewer le vainqueur. Mais là-dessus, il y a Penta El Zero Miedo, le Mexicain qui vient et qui est pas content, qui était à la table des commentateurs espagnols et qui vient s'adresser directement à Cody. Il dit tout simplement qu'il est meilleur que Cody, qu'ils auraient dû s'affronter en 1 contre 1 à Révolution et qu'il aurait gagné ce match s'ils s'étaient rencontrés. Il y a un interprète qui est avec Penta, parce que Penta et l'anglais, c'est pas facile. et voilà, il lui dit que Cody, il est chanceux parce que le Mexicain voulait pas trop l'abîmer, pour qu'il puisse quand même tenir son futur bébé dans ses bras. Ce sont des mots qui vont choquer Cody, qui veut se battre avec Penta. Et il y a plusieurs lutteurs qui vont devoir venir les séparer. Alors, le truc choc, c'est que Penta a dit à Cody qu'il était peut-être le prince des rings, mais que lui, c'était le roi, ou il était le roi des rings, et lui, c'était le prince de la lucha libre. Une connerie dans ce genre. En tout cas, on nous lance une rivalité. Penta versus Cody. Ringside. Ouais, il dit qu'il va lui péter le bras et qu'après Cody pourra plus Oui, il va aller, lui péter le bras, oui, exact. Voilà. cajoler son enfant, etc. Et alors, comme il a parlé de son fils, il s'est énervé, ce bon vieux Cody. Tu touches pas à ma famille, t'as vu, t'as parlé. Ouais, non, bah c'était plutôt pas mal. Je suis content d'avoir un squash, Dieu merci. Pas qu'on ait eu encore 15 minutes de match avec Cody contre un no-name. Bon, c'était un beau bébé quand même, là, le catcheur qu'on connaissait pas. Maintenant, voilà, bah Penta, ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir lui faire parler là. Ils ont mis. Alors je comprends pas. J'espère que le commentateur c'est un commentateur heel, parce que c'est un commentateur espagnol en fait, qui lui faisait la traduction. J'espère juste qu'il est censé être heel au commentaire espagnol, parce que sinon c'est un peu un commentateur qui se la pète comme ça face à Cody, quoi. Ça fait un peu bizarre. J'aurais préféré que Penta le menace pour lui faire traduire correctement ce qu'il disait. Il avait l'air de mèche, quoi, avec Penta, donc je ne sais pas. Après, voilà, je suis plutôt intéressé de voir le match. Ouais, c'est un peu dommage d'avoir mis l'histoire du gosse dans l'histoire, mais sinon, comme segment, ça se laissait regarder, et je suis très content qu'il s'est fait un squash, quoi, et qu'on n'ait pas eu un match de 15 minutes. Papy. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'ils étaient de mèche, le coordinateur et Penta, parce que sinon ça fait un peu bizarre, parce qu'il y a des moments où il lui disait 3 mots d'espagnol à l'oreille, et puis l'autre il te sortait une tirade de 40 lignes en disant oui, il va t'attraper, il va faire ça, il va si, c'est ça, ça. Attends, l'autre il t'a juste dit lucha lucha things, et toi t'en déduis un roman de 14 lignes. Donc ouais, alors la confrontation en elle-même m'allèche. Par contre, je suis pas convaincu qu'il fallait en faire autant de segments micro pour les mettre l'un face à l'autre, en fait. Je pense qu'il fallait juste, enfin, ils auraient juste pu se croiser, ou même juste programmer un match comme ça l'un contre l'autre sans contexte, ça aurait été aussi bien, quoi. Ouais, bah écoute, moi la rivalité en tout cas me va tout à fait. Cody versus Penta, je prends, j'adhère, je valide, ça me va. Effectivement, je suis comme Ringside, c'est-à-dire le squash m'allait très très bien.
C'était très bien que ça se termine comme ça. Peut-être que en prévision de Double or Nothing, ça va certainement être une rivalité qui va durer, je pense. Donc on va avoir un premier shot dès la semaine prochaine, puisqu'ils vont s'affronter une première fois, mais je pense que c'est parti pour durer cette affaire-là. Allez, on continue, hein, parce qu'on a encore du job. On a une interview de Sting vite fait, avec Tony Schiavone, qui est juste là en fait pour vendre la soupe de dimanche. Hein. Voilà, il se réjouit du match de Revolution. Il félicite Darby Allin pour ce qui s'est passé. Il va être interrompu vite fait par Lance Archer et Jack Roberts qui viennent et qui expliquent qu'ils n'ont pas besoin d'un ladder match pour aller vers le TNT Championship et qui savent et le visage de TNT et de la EW. Sting, franchement, on a l'impression qu'il en a à peu près rien à carrer. Il se contente de faire un petit au revoir, un petit coucou, un petit salut, un petit ciao, et il se tire, tout simplement. Voilà, donc cette arrivée et ce départ de Sting, ça t'a plu, papy? Non, moi je suis toujours pas intéressé par Sting en tant que catcheur en fait. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Ringside? Ouais, je sais pas, de Giovanni, on dirait un clochard. Et effectivement, ils n'avaient pas préparé le truc, ils ont fait un machin basique là. Jack Roberts, il avait l'air perdu. Lance Archer. Et Jack Roberts, il a tout le temps l'air perdu. c'est c'est sympa hein, de lui donner du boulot et tout, mais il a un peu plombé la promo de Lance Archer qui essayait de faire un minimum quelque chose. Et puis, non, c'était du bâclé, hein, clairement. Allez, on retourne sur le ring. On va avoir donc les débuts d'Ethan Page à Dynamite, qui va affronter un autre jobber, en l'occurrence Sid Johnson, qui est accompagné par QT Marshall, parce qu'il commence à y avoir un peu de chaleur entre QT Marshall, ça va pas depuis Revolution. Lui, il a des problèmes. Il faisait partie de la team Nightmare Family et ça va pas bien, quoi. Donc voilà, ce soir, il manage Lee Johnson. Ça va pas porter chance à Lee Johnson. Pourtant, dans un match qui va durer 7 minutes 43, hein. Excusez-moi, c'est l'usure là. et voilà quoi. Donc Page, finalement, il va porter un stunner à son adversaire qui semblait avoir très mal au genou. Hein, et voilà, il a beaucoup attaqué à son genou. Gros problème de ligament croisé pour notre ami Lee Johnson. L'arbitre, il va essayer d'en savoir un peu plus. Page, il va montrer aucune pitié et vraiment se comporte comme un sale heel. Il va lui mettre un coup de pied dans la gueule et il va finir avec son ego bomb, finisher que je découvrais, hein, puisque c'était vraiment la première fois que je voyais catcher en 1 contre 1 Ethan Page. Apparemment qu'il est un ancien d'Impact, hein, vous m'en direz plus certainement. Et Page va finir par attaquer un peu plus Johnson après le match. Marshall, il va rien foutre du tout, il va laisser son pauvre Lee Johnson se faire tabasser. Alors, ringside, Lee Johnson, victime? Ouais, Lee Johnson, il est resté trop longtemps dans le ring. Là, il fallait un squash aussi. C'était long, c'était interminable. Ouais, ça aurait dû durer 3 minutes cette affaire. Ouais, clairement, tout ça. Le but, c'est quand même de mettre over Evan Page. Donc, bon, on l'a un peu présenté à Revolution. Donc, effectivement, ancien champion tag team de Impact avec The North, l'équipe The North. Et il a longtemps catché à la Evolve aussi. Il était un peu plus gros quand il était à la Evolve. Là, il a vraiment un physique affûté, assez impeccable. Mais effectivement, voilà, pour moi, ça c'est loupé parce que c'était beaucoup trop long. Il aurait fallu qu'il explose complètement parce que je sais pas. Apparemment, il fait partie de la Nightmare Family là, le catcheur en Johnson, question, ouais. Johnson. Mais Ouais. je pense qu'ils en feront jamais rien de ce gars-là. Donc là, le but c'est de mettre over Evan Page, donc ça sert à rien de faire un match compétitif. Surtout si c'est pour terminer en lançant Goldust dans la partie. Donc voilà, tu faisais 3 minutes de match, tu faisais Evan Page qui tabassait le gars, et puis Goldust qui arrive, et puis bon, tu pouvais faire en parallèle QT Marshall qui se casse. Ça fonctionnait aussi, quoi. Donc là, ça c'est un des écueils de la All Elite Wrestling, de faire des matchs trop longs pour rien. Papy? Ouais. Et moi, en fait, ouais, pour moi, il n'y a rien qui va dans ce segment-là parce que effectivement, le match est beaucoup trop long. On parlait des bienfaits du squash dans le match d'avant. Bah, là, ils n'ont pas appliqué pour ce match-là, malheureusement. Et effectivement, le QT Marshall qui trahit un peu la Rhodes Family, la Nightmare Family, je sais plus comment elle s'appelle, qui pendant la Battle Royale, le pay-per-view d'avant, puis là, bah, il coach finalement quelqu'un de la famille pour au final le trahir et tu ramènes Dustin Rose là-dedans.
Enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui allait dans cette histoire-là. Il le laisse tomber comme une merde, QT Marshall. Comment il le bazarde, le mec. Mais alors, en mode rien à foutre, quoi. Heureusement que Dustin Rose, il fait œuvre de charité, hein, parce que le pauvre Lee Johnson, vraiment, ça aurait été la victime dans cette affaire. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que ce match, voilà, je l'ai dit d'ailleurs, enfin, il aurait dû durer 3 minutes. Ouais, et c'est vraiment, là, vraiment, je n'ai pas trop compris cet acharnement sur ce pauvre jobber. Ouais, parce qu'il est presque plus impressionnant qu'Evan Page dans le match, Lee Johnson. Donc c'est Ouais, en plus. un peu l'effet inversé, quoi. Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Mais ça, c'était pour finalement installer Ethan Page en tant que heel, quoi. Donc, bon, écoute, voilà, allez, c'est parti. On quitte. On va attaquer un gros morceau de la soirée puisqu'on va avoir le nouvel arrivant qui est accueilli par Tony Schiavone qui passe son temps dans le ring ce soir et qui donc accueille Christian Cage. Mais c'est finalement Kenny Omega et les Good Brothers qui vont débarquer. Alors les Good Brothers, ils sont là tous les mercredis ces derniers temps, voilà, avec leur ceinture de tag team champion de Impact. Et avec Don Calix qui va nous faire une promo un peu longue pour nous expliquer que tout s'est pas passé comme prévu à Revolution, ça a déconné. Omega, lui, il est pas tellement d'accord avec Don Callis d'ailleurs. Finalement, ils sont déçus que les fans aient pas délivré, que la AEW ait pas délivré ce que les fans espéraient voir. Mais pour eux, ça a quand même été le grand moment d'Eddie Kingston, un grand moment de rigolade. C'était bien de le battre et de le rendre ridicule. Là-dessus, Eddie Kingston, ni une ni deux, il débarque sur le ring, il fait son entrée. Callis se fout de sa gueule en lui disant que c'est le gars qui l'a viré d'Impact Wrestling. Omega, il vient carrément confronter le Kingston. Il lui dit qu'il peut mettre le premier coup de poing s'il ose. Kingston se fait pas prier, bien évidemment. Il va lui mettre une droite. Là-dessus, les Good Brothers, ils viennent venger leur leader John Moxley. John Moxley débarque pour faire le sauvetage. Enfin, le sauveur, le Christian Cage, décide à arriver sur le ring. Et il vient confronter qui ? Il vient confronter le champion, il vient confronter Omega. Omega qui va tenter la petite poignée de mimine que le Christian Cage va bien évidemment refuser. Omega, il est vexé, il veut porter un low blow, le salaud. Mais Cage va le contrer, va tenter. Alors, je crois qu'ils ont appelé ça le Unprettier. Et puis, il va poser un peu avec la ceinture. Bon, papy, je crois que Christian Cage se met subrepticement dans le main event. Bon, en même temps, il a raison. S'il a signé à l'AEW, c'est pas pour éplucher des oranges non plus, quoi. Un mec de son niveau, j'espère quand même qu'il y va pour tutoyer les étoiles tout de suite. C'est le seul point positif que je veux dire de ce segment-là que j'ai trouvé interminable. On en parlait sur le segment d'ouverture avec Moxley et Kingston où il dévalue un peu le produit en essayant d'assumer. Au final, ils dévaluaient le produit. Là, ils ont totalement dévalué le produit. Là, j'ai trouvé comment il s'appelle, surtout le mec là, le mec d'Impact, le grand pote d'Omega là, l'officiel, plus son nom, Callis. Voilà, j'ai trouvé qu'il a dévalué tout ce qu'il pouvait là dans ce show-là. Il a dévalué son pay-per-view, il a dévalué Eddie Kingston, donc c'est une grosse merde qu'il ait viré. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas du tout bon en fait comme truc, trop long, trop pas bon, trop dans la bouffonnerie encore une fois. Il faut qu'ils arrêtent de faire de la bouffonnerie. Moi, je veux bien qu'ils s'amusent, hein, les gars, en venant à la All Elite Wrestling. On en parlera tout à l'heure. Il y a un segment où je trouve que c'était plutôt sympa la bouffonnerie, que c'était un joli clin d'œil. Mais là, en l'occurrence, au bout d'un moment, c'est pas des bouffons qu'on attend, c'est des mecs, des leaders de clans impressionnants, tu vois. Et puis alors, les Good Brothers qui viennent juste là pour cachetonner, ça par contre, rien à foutre, quoi. Donc bon, voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé ce segment. Ringside. Je serais un peu moins dur. Ça... C'est une bonne pub pour Impact. Parce que je trouve que c'était plutôt. Don Callis, il est plutôt bon, je trouve. Pour une fois, Kenny Omega fait une promo à peu près correcte face à Kingston là, quand il le pousse à bout. Il termine par se prendre une mandale, il s'étale par terre comme une merde. Alors, c'est hors personnage parce que c'est censé être le meilleur catcheur au monde, Kenny Omega, etc. etc. Et là, il se fait étaler sur une mandale de Kingston. Mais je trouve que c'était plutôt bien joué, mais effectivement dans le registre du bouffon, quoi. Donc je suppose que c'est peut-être pas non plus ce qu'on attend quand on regarde un show de catch et qu'on est dans le cadre du main event, quoi, des main eventers. Après le face à face avec Christian, j'ai pas trouvé que c'était totalement réussi, mais je suis plutôt content d'avoir un Christian face
face à Omega, je pense que Christian il va peut-être apporter un peu de professionnalisme dans le bordel. Le truc que je trouvais complètement ringard, c'est quand même l'arrivée de Moxley, qui était. Je trouve qu'il est de pire en pire, Moxley, en fait. Surtout en mode brawler, comme ça, c'était ridicule. Voilà, j'étais impressionné par Omega dans sa promo face à Kingston. Je n'ai pas l'habitude de le voir sortir une aussi bonne promo. Maintenant, effectivement, c'est dans un cadre difficile au sortir de Révolution. Donc, voilà, ils n'arrivent pas à sortir de la bouffonnerie. Mais bon point, c'est d'avoir foutu tout de suite Christian Cage contre Omega. On sent du coup qu'on est un peu dans le main event, quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais, moi non plus, j'ai pas été emballé par ce segment-là. J'ai moi aussi trouvé ça beaucoup trop long. Ça a mis tout un temps à se mettre en place, etc. Et l'arrivée d'Eddie Kingston qui s'est mis dans le coin des turnbuckles, qui s'est accroupi, qui s'est relevé. Il en fait des caisses en plus, Kingston. Ouais, voilà, c'était long. J'ai trouvé ça ennuyeux en fait. Et j'attendais l'arrivée de Christian, voilà, tout simplement. Quand est-ce que voilà, c'était ce qui était annoncé au tout départ du segment. Donc voilà, surtout le fait saillant, c'était quand Christian allait être là. Et une fois qu'il a été là, bah ouais, tout de suite, on n'était plus dans le même paysage, quoi. Donc encore une fois, voilà une rivalité sur la suite que je prends, ce Christian Omega. Moi, Omega en heel, je suis plutôt assez client. Je l'aimais pas beaucoup en face, mais depuis qu'il est passé heel, et ben moi, il me va très bien. Moi, j'aime plutôt bien Omega globalement, et c'est un mec. Voilà, je suis pas la NJPW, mais j'ai vu ces matchs à la NJPW, les gros matchs de Wrestle Kingdom, etc. C'est quand même un type qui a un background assez incroyable et qui m'a quand même à plusieurs occasions impressionné. Donc écoute, là, c'est une rivalité sur laquelle je vais pas me plaindre. Est-ce qu'on va se plaindre de ce qui va suivre? Ce qui suit, c'est la division féminine. On va avoir un 6-woman match entre la championne Hikaru Shida, Thunder Rosa et Ryo Mizunami, qui était l'adversaire de Hikaru Shida dimanche pour Revolution. De l'autre côté, du côté des Heels, on va avoir le Dr. Britt Baker, Nyla Rose et Maki Ito. Alors, ça va être un peu la particularité de ce combat, Maki Ito, accompagné. Alors, il y aura aussi Vicky Guerrero et Reba, puisque Maki Ito, en fait, le combat va commencer par une grosse bagarre, mais Maki Ito, elle va rester sous le titantron. Et elle va se mettre à chanter, tout simplement. Voilà. Elle va choper le mic. Et elle va chanter. Alors, je ne pourrais pas vous chanter la chanson parce que c'était en japonais. Et donc, elle était à fond dans sa chanson. Donc, pendant que ça se tapait sur la gueule, elle en a profité, elle s'est bien éclatée. Au bout d'un moment, il y en a quand même qui en ont eu marre de l'entendre chanter. Il a fallu quand même que ça arrive. Et c'est donc Hikaru Shida qui s'est dévoué pour arrêter la chose et qui s'est pris des coups de micro. Alors, je vais vous laisser commenter ça parce que c'était quand même quelque chose, ce passage. Voilà, donc les coups de micro de Maki Ito. Ito, elle va quand même rentrer dans le ring à un moment ou un autre. Elle va finir quand même par aller se battre. Elle va réussir à porter un joli swinging DDT à Rosa. Mais Guerrero va avoir retenu le pied de la portoricaine. Rosa, du coup, elle va se relever du tombé. Elle va reprendre le dessus sur la toujours Maki Ito. Et elle va lui placer un Spike Pile Driver. Bam! Pour le compte de 3. Elle n'aura pas le temps de célébrer le succès que Baker va attraper la béquille de Reba. Parce que oui, Reba était en béquille. Et elle va la frapper dans le dos avec. Elle porte ensuite son Lockjaw sur Rosa par la suite. Ainsi se termine ce Six Woman. Bien. On va commencer pour nous parler de ces 7 minutes 55. Mon bon ringside. Ce qu'on va retenir surtout, c'est l'entrée avec Maki Ito. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Maki Ito. Ouais, qui chante sa chanson là. Voilà, ça c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs, donc c'était vraiment fun. Bordel général, et puis elle qui lâche pas l'affaire, qui fait sa petite chorégraphie là, complètement ringarde. Après le match, c'était complètement anecdotique, c'était un petit bordel là. Elle-même a pas l'air très au point, hein, comme catcheuse apparemment. Elle a pas une grosse carrière derrière elle. Elle vient pas. Elle avait une carrière de pop star là, comme ils ont au Japon là. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle a marqué les esprits avec sa petite danse là. C'était là pour le coup, c'était inoffensif, c'était vraiment original, rigolo. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler, donc c'était. Elle a marqué les esprits. Je pense qu'elle a fait un bon point, cette petite là. Ouais, je suis ringside sur ce point-là. Je parlais tout à l'heure de bouffonnerie qui était nuisible dans le main event.
Là, pour le coup, bah, à ce niveau-là de la carte, la bouffonnerie est plutôt bien. Alors, même si il y avait la championne féminine, hein, mais bon, vu que la division féminine est à Rambonne, voilà, la bouffonnerie est plutôt bienvenue. Elle a fait son karaoké toute seule dans son coin, c'était drôle. Effectivement, à un moment, elle essaie de taper avec le micro pour faire comme pour battre le rythme, mais du coup, ça rendait pas du tout parce qu'elle enfin, elle s'arrête. C'était foireux. Voilà, c'était complètement foireux cette partie-là. Heureusement qu'elle a pas insisté, mais bon, ça a duré quand même un bon 15-20 secondes et c'était gênant. Et ce que j'ai trouvé en fait, et voilà, Bodo Makito, c'était drôle, c'était voilà, comic relief, c'était plutôt sympa. Par contre, moi, un point qui m'a gêné sur le finish en fait, enfin le post-match plutôt le beatdown post-match, c'est Britt Baker là qui assassine Thunder Rosa, je crois de mémoire. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, tu as Vicky Guerrero qui débarque et qui va foutre des fessées à Thunder Rosa. Et j'ai trouvé ça naze. Je me suis dit, putain, parce que Britt Baker était en mode super vénère, super agressif, tout ça. Et à côté, tu avais Vicky Guerrero qui disait, hey, je te fais des fessées, puis je rigole comme une conne. Et je me suis dit, bah, elle est en train de totalement gâcher son segment, pas impressionnant, mais un peu, si, ouais, limite un peu impressionnant, un peu violent, tu vois. Et elle fait la conne derrière, quoi. Et là, je me suis dit, bah, moi, si je suis Britt Baker, je rentre au vestiaire, puis je lui mets une grosse soufflante avec Guerrero, parce qu'elle a clairement gâché le truc, quoi. Ouais, bah, ouais, voilà, et bah, écoute, la catcheuse en mode Joshi sur l'intro, là, c'était assez original. Ça m'a fait marrer. En fait, toute la chanson m'a fait assez marrer. Par contre, j'avoue que je suis resté interloqué quand elle a mis les coups de micro à Hikaru Shida, puisque là, vraiment, les coups de micro au ralenti, tout doucement. Là, j'avoue que j'ai eu un moment de déconnexion. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, voilà, elles ont 8 minutes. Elles nous sortent un match relativement propre. Toujours agréablement surpris par Mizunami. En fait, moi, je confirme, ça fait 3 émissions de la All Elite Wrestling de suite que je vois avec elle. Et ça fait 3 fois que j'ai une super bonne impression de cette catcheuse. Donc écoute, voilà. Et puis, j'ai trouvé Britt Baker de l'autre côté, un peu plus agressive que d'habitude. Comme là, elle avait Nyla Rose dans l'équipe, il fallait peut-être qu'elle cherche à se démarquer. Et j'ai trouvé pas trop mal qu'elle soit un peu agressive. Moi qui suis pas un gros fan d'elle. Donc si elle peut se comporter comme ça de manière violente, ça peut m'aller. Allez les gars, on est presque au bout, il nous reste 3 petits segments. Un segment concernant Matardi qui fait une nouvelle promo. Lui, il est en train de devenir manager, hein, clairement, de toute façon en train de se créer un clan. Il a déjà les private parties autour de lui. Il cherche à rapporter de la big money. Donc pour ça, il doit agrandir le groupe, agrandir l'entreprise. The Butcher, The Blade et The Bunny sont ses nouveaux clients. Asia Cassidy, il n'a pas l'air super emballé, mais Hardy, il explique que, voilà, dorénavant, ils vont s'occuper du Dark Order. Alors, les clans à la All Elite Wrestling, on en a un paquet. Un nouveau secret, Papy, Matardi, convaincu en chef d'entreprise. Ah, au moins, il catch au moins comme ça. Donc, c'est toujours un point positif. Et puis, il va peut-être pouvoir faire briller un peu plus les autres en utilisant son mic. J'avais pas été convaincu par totalement, enfin, j'ai pas du tout été convaincu plutôt par la stipulation du pay-per-view là, je la trouvais toute naze. Là, j'attends de voir. Bah, en fait, je pense surtout le souci, c'est que Butcher and the Blade, ils étaient avec Kingston, je crois, avant, Eddie Kingston. Ouais. Et comme il passe face, bah, ils ne peuvent plus rester avec lui parce que pour le coup, ils ont vraiment des tranches de heal. Donc, bah, du coup, ils rejoignent notre heal, Matt Hardy, pourquoi pas. Ringside. Overdose de clans, il y en a beaucoup trop. Et alors, moi je dis wait and see parce que ça dépend si Matardi il catch au prochain pay-per-view, tout ça sert à rien. Mais sinon, bah, c'est un clan parmi tant d'autres, quoi. Ok. Allez, le dernier match, le main event catchesque de la soirée, ça sera le TNT Championship qui va voir s'affronter Darby Allin à Scorpio Sky, comme promis, suite à la victoire de Scorpio Sky à Revolution. Là, on va avoir un match de 13 minutes 15. On n'est pas en cinématique, on est dans le ring. Ça va s'envoyer entre les deux qui sont dans des gabarits assez similaires. Enfin, quoique Scorpio Sky est quand même plus trapu et plus musculeux que Darby Allin, qui est Carrément. le skater filiforme, presque, j'ai envie de dire. Un peu dans un gabarit à la Orange Cassidy, non? Bah, même Carrément, moins, oui. quoi. Peut-être même moins, mais par contre, il a du cardio, hein, ce jeune homme. Hein. C'est pas là-dessus. Ah, manquerait plus qu'il ait pas de cardio, quoi. Il a du cardio. Et finalement, là, voilà, la fin de match. Cassidy, il en a pas trop. La fin de match va se passer avec Allin qui va porter son suicide dive à Sky.
mais il se fait contrer en cutter. Sky, il va tenter un premier compte pour un compte de 2. Sky, il va enchaîner avec des coups de genoux et des coups de genoux et des coups de genoux au champion, mais ça va pas suffire. Aline va réussir à inverser la tendance. Il va tenter son coffin drop, va se faire à nouveau contrer avec un TKO. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sky, il veut en finir, il pense qu'il est bon, mais non, il se fait contrer en roll-up pour le compte de 3. Alors Sky, il turn heel plus ou moins après le match, puisqu'il se met à attaquer le vainqueur du soir, et c'est les officiels qui doivent venir le repousser. Mais le roll-up, était-ce la bonne décision, ringside? Non, enfin je sais pas. Enfin en tout cas, ce qui en ressort, c'est que parce qu'il se blesse dans le match, hein, en plus de Darby Allin, qui est déjà Oui, pas très crédible. Même s'il bouge bien, hein, il est rapide, tout ça, super, il a du charisme et tout, mais il a pas un physique de catcheur du tout, il a un physique de petit skater. Et le pauvre Scorpio Sky, non seulement il n'arrive pas à le battre, mais il n'arrive pas à le battre alors même qu'il est blessé, Darby Allin. Donc pour moi, ça enterre complètement Scorpio Sky. Je trouvais que c'était un bon babyface en plus, Scorpio Sky, donc là il va faire un heel turn. Soit, j'espère qu'on le reverra et qu'ils vont le pusher un peu plus et puis qu'il va aller récupérer quand même la ceinture. Moi, de toute façon, j'ai quand même un gros problème avec, je radote, hein, mais avec Darby Allin qui est pas du tout crédible, quoi. Donc, ça me peine de voir Scorpio Sky s'écraser comme ça face à Allin. Et juste pour en revenir au gros donut géant, c'est le brass ring, hein. Ça vient le brass ring, de ouais. voilà, ça vient d'une promo de Vince McMahon qui disait aux catcheurs ou à Austin quoi, d'aller arracher le brass ring pour s'imposer dans le main event. Mais ouais, non, ça pour moi, c'était vraiment des très mauvais moments de l'émission parce que je ne supporte pas Darby Allin et ça me peine de voir Scorpio Sky s'échouer comme ça, comme une merde. Papy? Ouais, alors moi, tu vois, je vais adoucir un peu le truc parce que, comme je le disais dans Revolution, Scorpio Sky, je l'ai jamais vu catcher, le pauvre. Et donc là, pour une fois, je vais catcher. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien son catch, en fait, à Scorpio Sky. Je trouvais qu'il avait un catch plutôt diversifié. Et puis, comme on dit tout à l'heure en ouverture, un bon physique de catcheur, je trouve assez trapu, puis qui bouge bien, quoi. Donc, j'ai plutôt été agréablement surpris par Scorpio Sky dans le ring. Oui, pour moi, le heel turn est quasi sûr parce que de toute façon, ça fait depuis juste avant le pay-per-view, il parlait de sa nouvelle attitude et généralement quand tu dis ça d'un gars, c'est qu'il passe heel. Donc voilà, sa nouvelle attitude et puis puis voilà, effectivement, je ne suis pas certain que c'est un intérêt démentiel de laisser la ceinture à Darby Allin en fait. Autant dans le cinématique match, il était totalement à sa place, autant en tant que champion, un peu moins je trouve, hein. Donc à voir la suite, ce que ça donnera, mais bon, moi en tout cas, Scorpio Sky, je demande à ce qu'il catche plus souvent, voilà. Tu vois, c'est ce monsieur qui catche jamais, il faut qu'il catche plus souvent. Ouais, alors moi je suis d'accord sur le principe déjà du heel turn, je trouve ça très dommageable. Je pense que c'était un très bon face et qu'il y en a pas autant que ça. Donc Exactement. c'est bien dommage de se passer de ce personnage-là qui était vraiment totalement crédible en top babyface. Après, je suis d'accord aussi sur le principe que Darby Allin, effectivement, dans un cinématique match, dans des feuds comme ça à plusieurs, ça passe. En tant que champion TNT, ça commence à être un peu long ce règne. Je suis à l'aise avec ça parce que j'arrête pas de critiquer Darby Allin, donc je vais continuer. Mais au final, oui, pour moi, il a pas la carrure, les épaules, tout ce qu'il faut pour être un vrai TNT Championship. C'est le titre intermédiaire. Pour moi, il faut que ça pète plus. Là, il faut du Lance Archer, il faut du Luchasaurus, il faut du Christian Cage, il faut du Powerhouse. Mmh. C'est un énorme problème à la Elite Wrestling. Pour moi, les Powerhouse, le traitement de Powerhouse est totalement incroyable. Quand on va y arriver parce qu'on va parler d'un certain Wardlow dans le dernier segment, les amis. On va essayer de terminer en beauté. C'est l'heure du concile de guerre de l'Inner Circle qui veut comprendre son échec de Revolution. Voilà, il y a un problème dans le groupe. Voilà, avec Chris Jericho, MJF, Wardlow, Swagger, Santana Ortiz et compagnie. Il faudrait peut-être virer quelqu'un du groupe. C'est un peu le truc. Il va y avoir la musique de Sammy Guevara qui va se déclencher, qui a des preuves vidéo à montrer au leader de l'Inner Circle, et que en l'occurrence MJF complote pour essayer de se débarrasser de Jericho. Alors
bien sûr, Chris Jericho va vouloir confronter MJF, mais lui, il lui dit ouais, mais ça y est, moi j'ai formé mon propre Inner Circle. Et à ce moment-là, les lumières vont s'éteindre. Alors, il va y avoir d'abord un pseudo-retournement de Swagger et compagnie vers Chris Jericho. Et puis finalement, non, ils vont se détourner et ils vont attaquer vers MJF. Mais les lumières vont s'éteindre et on va avoir des retours, des arrivées, comme vous le voulez, puisqu'on va avoir les FTR, Shawn Spears et Tully Blanchard qui vont débarquer. Et Wardlow va s'attaquer à l'Inner Circle. MJF va mettre Jericho un peu en croix et il va le frapper avec une batte de baseball. Et le show va se terminer avec le nouveau groupe qui porte une powerbomb à Jericho du stage sur une table. Fin de ce Dynamite. L'Inner Circle a implosé et MJF a créé un nouveau clan. Papy? Ouais, alors tu l'as raconté bien plus que ça s'est réellement passé parce que et c'est ça mon reproche principal à ce segment. Autant la surprise, le retournement de situation, même si c'était senti que MJF allait trahir tout ce beau monde, c'était bien d'avoir sa nouvelle équipe qui apparaît avec et le point final avec Wardlow, je l'ai trouvé assez impressionnant parce que je crois que c'est Wardlow qui balance Jericho, il me semble. Ouais. Par contre, j'ai trouvé ça super long le beatdown avant. Le segment, ça paraît super long, j'ai pas les timings en tête, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très long en fait. Et du coup, ça manquait un peu de fraîcheur sur la fin. Tu vois, l'impact était moins grand. Autant au début, quand ils sont arrivés par surprise avec le numéro qui s'éteigne, puis d'un coup ils attaquent directement le groupe de l'Inner Circle. J'étais ouh là, ça se bastonne, ça se bastonne. Et puis après, ça durait, ça durait, ça durait, ça durait. Et du coup, l'impact final avec le gros show de Wardlow, bah, je l'ai moins bien ressenti que si ça avait été genre 5 minutes avant, tu vois. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est vraiment trop très dans longueur cette affaire. Ringside, ce segment final? Ouais, j'étais impressionné par MJF. On sait qu'il est bon, hein, MJF, mais quand il commence à chialer avant de se retourner définitivement contre Chris Jericho, voilà, je trouve ça vraiment pas mal de passer de la petite fiotte au grand mastermind. C'était quand même, j'ai trouvé ça quand même assez prévisible dans l'ensemble. Effectivement, j'avais complètement oublié que Wardlow il explosait. C'est Jericho qui passe à travers les Jericho, tables ouais. et Ouais, tout ouais. ça. Donc c'était peut-être effectivement un petit peu long. Ils en ont peut-être fait un peu trop au niveau des beatdowns et tout ça. Sinon, voilà un clan qui a de la gueule. MJF et FTR, Wardlow en powerhouse et Ty Dillinger qui sera là pour prendre le pin. Hein. Désolé. Ça donne envie de voir la suite. Quand même, clairement. Il y a beaucoup de clans à la All Elite Wrestling, mais celui-là, je pense quand même qu'il va nous apporter de belles heures. Voilà. Par contre, on nous dit que c'est le nouveau clan des Four Horsemen. Moi, j'ai compté, ils sont 5. Hein. Voilà. Il y a Non, peut-être un qui a bientôt fin de contrat, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être bien. Et qui est d'ailleurs un peu moins en shape que les autres. Hein. Mm. Le pauvre Ty, enfin le pauvre Sean. Non, je pense pas que ce soit son heure encore. Mais ouais, non, voilà, plutôt voilà, un peu prévisible quand on a eu des heures de catch dans les déjà derrière nous, mais ça voilà, ça hype pour la suite, pour les semaines à venir. Ouais, c'était assez prévisible. J'avais pas forcément, par contre, envisagé tout le groupe qui allait arriver, effectivement. Oui, on voyait pas Shawn Spears. Mais voilà, par exemple, Shawn Spears, ça a été une surprise. Mais clairement, ouais, c'est effectivement la construction d'un nouveau clan. Bon, l'Inner Circle, eux, c'est une team, une stable historique. Donc écoute, c'était plutôt pas mal. Ça m'a pas transcendé, mais c'était plutôt pas mal. Petit blade job de Chris Jericho au passage. Et puis Wardlow, que je trouve un catcheur incroyable et qui pour moi est totalement underrated. Et voilà, comme beaucoup de powerhouse à la All Elite Wrestling qui végètent, qui changent les couches de tout leur cruiserweight là. Et voilà, finalement, être un powerhouse à la All Elite Wrestling, c'est être un peu une auxiliaire péricultrice. Voilà, ainsi s'achève ce Dynamite 76. Les amis, c'est l'heure de la votation. Alors, on va commencer pour cette 20e édition avec le ringside. Ouais.
Alors, il y a quand même des moments historiques à NXT. Il y a du gros main event. All Elite Wrestling. Ouais, de toute façon, ouais, moi je vais donner un match nul. C'était, il y a eu quelques moments historiques de chaque côté, quelques trucs bien faits, des trucs qui vont nulle part, des grosses erreurs de booking. L'un dans l'autre, je pense que ça c'était équivalent. Papy, Mhm. Mon vote, et ben moi je vais donner le 1 point à l'un des deux, et ça va être pour celui qui avec lequel je ressors satisfait en fin de show. Et du coup, ce sera NXT parce que j'ai trouvé que la fin était plutôt sympa. Là où les AEW, voilà, j'ai tous les segments de fin, ils étaient tous trop longs en fait à la suite. Donc j'ai moins apprécié les AEW sur cette affaire-là, même s'il y a des pistes intéressantes pour l'avenir. Il y a comme plus de choses marquantes dans NXT. Puis voilà, j'en parlais, on a notamment 2 rivalités pour les titres principaux qui se lancent et qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc point pour NXT me concernant. eh ben, c'est un point cash de la part du Papy. Je vais être team ringside, puisque moi aussi je vais donner un match nul. Il y a eu des trucs dans NXT qui m'ont fortement déplu et qui ont fait largement baisser la note du show. Pour moi, les deux shows étaient moyen plus, on va dire. C'était du 2,75 que j'aurais donné quoi, sur ces deux shows. Mais je reste sur un match nul. J'arrive pas à déterminer un vainqueur sur ce mercredi. Mais du coup, grâce à notre ancêtre, grâce à notre Papy, qui lui aura donné une voix ferme et définitive, cette 20e édition est tout de même remportée par NXT. Félicitations, Papy. Une toute petite victoire de NXT Oui, cette semaine. Hein, ça passe tout juste. Hein. tout juste par un trou de souris, hein, mon ringside. Grâce au main event, on va dire, qui sauve un peu le truc. Sans le main event, effectivement. Allez, ainsi s'achève cette affaire qui n'est loin. Ce n'est pas les Très loin. ratings. Très loin d'être terminé. Si, tout à fait. On allait terminer avec ça. On a eu les ratings de Dynamite et de NXT. Pour Dynamite, c'est 743 000 téléspectateurs. Pour NXT, c'est 691 000. Alors, remontée de NXT. Et grosse chute, grosse plantade de AEW, puisqu'ils perdent 20% de leurs téléspectateurs. Donc, il y a quand même l'effet révolution qui a joué dans cette affaire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il est plus chaque cette semaine. Ouais, il n'y avait pas de chaque. Il n'y avait plus chaque cette semaine, ouais. Donc tout de suite, ça fait baisser. Mais bon, la AEW reste maître des ratings, quoi qu'il arrive, le mercredi soir quand même si là, pour le coup, c'était d'une courte tête. Voilà, et puis je crois qu'on a donné à peu près toutes les infos possibles, essentielles et fondamentales dans cette review. On va maintenant terminer par tout ce qui est fondamental du côté de la promo de Catch-Up. En l'occurrence, rejoignez-nous sur la communauté Catch-Up du Discord. Toutes les bonnes plateformes podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Sur YouTube pour les vidéos, pour les commentaires, pour les likes. Actionnez la cloche. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Tout ça, c'est disponible sur catchup.lepodcast.fr, notre site, notre maître à tous. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de vous être rejoints à cette 20e édition, à cette baston-anniverserie. C'était ardu, c'était dense, mais on y est. Donc merci à toi, Papy. Merci tonton pour cet anniversaire, de m'avoir invité pour ta fête d'anniversaire. Hein. Merci à toi, mon ignoble ringside. Toujours un plaisir d'être aux commandes avec toi. Plaisir partagé. Merci de m'avoir gardé du gâteau. Et ouais, une triple frite monstrueuse hein, pour une baston anniversaire. On a hâte d'être à la semaine prochaine. Exactement. Et bien, c'est sur ces bonnes paroles, peuple de catch-up, qu'on va vous laisser. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Avant ça, quand même, je vous rappelle, vous avez Raw qui est en ligne, vous avez AEW Revolution, on en a assez parlé. Il faut aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est impératif. SmackDown est dans les tuyaux, et même plus que dans les tuyaux, mes amis, puisqu'il me semble que Twitter me dit dans l'oreillette que c'est déjà disponible sur podcast Aosha. On vous laisse la surprise. Je pense l'écouter alors. Ah voilà, on vous laisse la surprise de qui est à la commande. Voilà. Qui est le host de SmackDown, vous le découvrirez
sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Tous les liens sont dans la description. Allez, cette fois, c'est bon, c'est fini. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut mes potos, salut Ringside, salut Papy. Salut tonton, salut Ringside. Salut tout le monde. Salut peuple de catcheur. War Games!